Rebonjour, citoyen Lipinski. On a eu des petits problèmes de connexion. Donc on revient. Vous êtes docteur en philosophie politique? Oui, c'est-à-dire que ma discipline de base, c'est les mathématiques. Ma vision est mathématique. Et j'ai commencé mon combat sur la destruction de l'intelligence par les mathématiques sous l'impulsion de l'éducation nationale. Donc en 1977, j'ai publié mon premier livre, 2 plus 2 égale 5, de nouvelles mathématiques pour une nouvelle société. Et là, c'était l'anticipation du numérique du président Macron. Et donc, tout naturellement, cette vision mathématique du monde m'a amené donc à ce doctorat dont le titre est Principes mathématiques de philosophie politique. Et depuis Pythagore, dont j'ai dit d'ailleurs dans cette thèse que depuis Pythagore, rien n'a été inventé sur les mathématiques politiques, eh bien, donc c'est cette vision qui me permet d'affirmer actuellement que les Gilets jaunes ont tous les moyens pour prendre le pouvoir pour 2022 à partir d'un certain nombre de conditions. Et le deuxième point, c'est que ceux qui sont en train de détruire la France, et grâce aux Gilets jaunes, le plafond de verre a été rompu, utilisent les mathématiques politiques, donc évidemment la finance est un élément déterminant, puisque vous savez comme moi que les mathématiques politiques permettent de créer de la monnaie à partir de rien, notamment, et donc un peuple prétendument souverain à partir de rien, des élections truquées, et donc quand vous contrôlez les mathématiques, eh bien vous contrôlez le quantitatif, et y compris le qualitatif, puisqu'il y a des mathématiques qualitatives. Mais quelque part, donc, par votre travail, vous réunissez l'aspect mathématique et l'aspect du langage via la science politique. Oui, parce que je vous rappelle d'ailleurs qu'à l'origine des mathématiques, il y a les lettres. Bien sûr. Tout commence par les lettres et se termine par les lettres. Et vous prenez Poncelet, par exemple, dans sa géométrie projective, tout est écrit en langage littéraire. Donc les mathématiques, c'est une codification d'une pensée, et la pensée, forcément, elle est forcément littéraire, c'est le verbe. C'est le verbe qui est la base de tout. Or, pour asservir les Français, là je pense à la phrase de Diderot, la contrainte des esprits, des pouvoirs despotiques la contrainte restreint l'esprit sans qu'on s'en aperçoive, c'est-à-dire qu'il faut détruire l'intelligence pour asseoir le pouvoir moderne. Et toute l'histoire depuis la Révolution de 1792 en particulier, c'est la destruction de l'intelligence. Et donc l'académicien La Harpe, dans son fameux discours totalement inconnu du 31 décembre 1794, donc 6 mois après la Terreur, a écrit, avant Orwell, ce texte prodigieux sur la langue révolutionnaire qui fait l'inverse de ce qu'elle dit. C'est-à-dire c'est du Macron avant Macron. Est-ce qu'on devrait parler d'éducation ou d'instruction nationale? On pourrait dire plutôt abrutissement. Non-éducation nationale. C'est-à-dire que vous avez, je le dis très clairement, un complot, je dis bien un complot, de mise à mort de la langue française. Ce complot a été instruit par l'Académie française. En particulier, vous prenez la déclaration du 6 avril 2000, qui indique bien, il semble, mais il semble est un euphémisme, que la langue française et ses instruments d'apprentissage soient devenus les ennemis à détruire. Et là, je vous invite à lire la lettre qu'avec l'Union nationale nous avons dû écrire à la place de l'Académie française en réponse à la Cour de cassation. La Cour de cassation a appelé au secours l'Académie française. Dans sa lettre, c'est le président Louvel, Bertrand Louvel, du 20 avril 2017, sur la féminisation des fonctions. Et l'Académie n'a toujours pas répondu. Et cette lettre est un appel à l'aide, puisque le président Louvel disait nous ne pouvons pas mettre le ou la. Je vous rappelle que c'est la question du masculin générique, le contribuable, le juge, qui est lié au principe du genre et de l'espèce qui est capital. Et dans cette lettre qui fait 40 pages, tout ce plan de mise à mort de la langue française, ce complot de mise à mort de la langue française auquel participe bien entendu le président Macron et tous les régimes depuis des dizaines d'années, eh bien, est décrit à partir des propres instructions de l'Académie. Donc maintenant c'est un fait scientifique, il y a bien un plan,
au profit de l'anglais. Et l'anglicisation à laquelle nous assistons en permanence, évidemment sous l'impulsion du gouvernement actuel, va dans ce sens. Il faut crétiniser les Français pour qu'ils acceptent évidemment l'esclavage. Est-ce que vous pensez à l'écriture inclusive, c'est ça? Alors, l'écriture prétendument inclusive, et qui est en fait exclusive, n'est qu'un des éléments, évidemment, c'est l'élément d'une prétendue féminisation, puisque dans cette lettre que je vous invite à lire, la féminisation, la langue française est la plus féminine au monde. D'abord, elle a un genre, masculin et féminin. Bon, c'est la langue, je vous rappelle, de Casanova. Casanova, pourquoi a-t-il écrit en français? C'est la langue de l'amour, c'est une langue totalement féminisée, et par qui? Eh bien, par les précieuses au XVIIe siècle, je vous rappelle, et je rappelle aussi que contrairement aux mensonges du ministère de la prétendue égalité femmes-hommes et compagnie, les règles n'ont pas été fixées par les hommes au XVIIe siècle pour opprimer les femmes. Ces règles datent, c'est prouvé dans cette lettre, par la langue latine et par la langue grecque, ces règles qui sont liées au masculin générique. C'est-à-dire que l'homme est apparu sur Terre, ça veut dire l'homme ou la femme. En fait, il faut féminiser. On ne sait pas quand on parle de l'homme si c'est un homme ou c'est le genre humain. Eh bien, les règles ont été faites au XVIIe siècle, ont été peaufinées à l'oral, dans les salons, hommes et femmes confondus. Les preuves sont apportées dans cette lettre. Et la merveilleuse langue française que nous avons, qu'ils veulent détruire évidemment au profit de l'anglais, eh bien, cette langue, c'est le mariage heureux entre les précieuses du début du siècle et le classicisme. Donc c'est cette merveille dans les salons, hommes, femmes confondus, si j'ose dire, qui donne cette langue. Et c'est cette langue qui est l'ennemi de ce système d'oppression mondiale dirigé par les anglo-saxons, et il y a une haine de la France, c'est ce qu'on appelle le French bashing, et ils veulent absolument détruire, parce que je rappelle quand même que l'anglais n'est pas une langue internationale, c'est un charabia international. L'anglais n'a pas la stabilité nécessaire à la haute langue de l'intelligence. La seule langue qui ait les qualités d'une langue internationale fiable, on le voit pour la langue espagnole, c'est la langue française, donc c'est l'ennemi à abattre, et les gouvernements successifs qui ont fait disparaître la langue française comme langue de l'Union européenne, eh bien, ce sont les complices de cette hégémonie. Et j'ai demandé au président Macron, qui évidemment est très silencieux, de faire du français la langue commune de l'Europe. Il n'a pas répondu parce qu'effectivement, il veut soi-disant une Europe puissante. Une Europe puissante ne peut être qu'un ensemble qui a une langue commune. Et la langue historique, la langue de la haute intelligence, le latin des modernes, c'est le français. Et donc la haute trahison du président Macron se suffit démontrer par cette seule chose qu'il ne veut pas entendre parler du français langue commune. Et d'ailleurs, pour les Gilets jaunes, c'est la même question. Les Gilets jaunes doivent avoir une doctrine qui s'oppose à cette doctrine d'oppression et qui doit être une langue commune à écrire. On en arrive, on va vous laisser présenter votre livre. Oui, on va montrer à nos... Bon, j'ai le plaisir ce livre qui a dû être édité en Bulgarie, puisque bien que édité par Albin Michel, par Fayard, par Lafon, par Flick, etc., actuellement, il y a une censure incroyable actuellement de l'édition. Vous subissez vous-même la censure? Ah ben elle est totale, c'est plus qu'une censure, c'est-à-dire que la censure c'est interdire quelque chose, mais là c'est un interdit total de penser actuellement. C'est-à-dire que comme nous avons une langue à l'envers que je dénonce, il est évident que la censure ne porte plus sur des faits, mais elle porte sur la langue elle-même. Et donc ce livre, qui a été écrit dès l'élection de Macron, donnait les clés du président Macron. Et ce livre révèle les trois angles morts de l'intelligence politique actuelle, donc les angles morts à combler pour la prise du pouvoir, dans l'intérêt de la France au présidentiel 2022. Et ces trois angles morts sont, un, le secret de la prise du pouvoir de Macron. En dépit de ce livre, effectivement, il y a une censure totale, un interdit dans tous les médias. Il n'est pas question de dire quel est le mode de fonctionnement de Macron, il n'est pas question de dire quelle est la magie du langage, qui est la magie de la triangulation ventriloque, qui lui permet d'être Jeanne d'Arc quand il entend, le roi et tout ce qu'il veut. Donc ça, c'est un secret d'État en quelque sorte. C'est le secret du magicien, parce qu'une fois que le secret du magicien est éventé, le magicien n'est plus un magicien. Donc c'est le premier angle mort, c'est le secret de la prise du pouvoir de Macron.
qui fait croire qu'il a été élu par les Français alors qu'il a été élu que par une petite fraction. Deuxième angle mort, c'est le plafond de verre qui interdit aux élites et aux Français, aux élites des Français, de prendre le pouvoir. Et là, c'est la magie des Gilets jaunes, c'est d'avoir triomphé de ce plafond de verre en montrant effectivement ce que aucun intellectuel n'était parvenu à faire, aucun homme politique, finalement, que le dysfonctionnement total de la langue révolutionnaire au pouvoir. C'est-à-dire cette langue qui prétend que le peuple est souverain alors qu'il est opprimé. Que cette langue qui se prétend au service du plus grand nombre et qui n'est au service que du plus petit nombre. Donc ça, bravo pour les Gilets jaunes. Et ils ont, le génie des Gilets jaunes, c'est d'avoir refusé de rentrer dans ce langage truqué. Donc certains ont dit, mais les Gilets jaunes n'ont rien à dire. Si, il suffit de les écouter. Mais ils n'ont pas voulu rentrer dans le girobroyeur de ce langage truqué. Bon. Par intuition, quelque part, en plus, sans la connaissance des causes. Le bon sens paysan, on va dire. Par cette intuition. Vous savez, on dit par exemple, donc quand même chez les Gilets jaunes, il y a, si vous voulez, c'est le pays profond. Or, vous savez que chez les paysans, on dit que les paysans sont taiseux. Pourquoi ils sont taiseux? Parce qu'ils savent que les hommes de droit sont des escrocs. L'état de droit, c'est un état d'escroquerie. Et le paysan sait très bien que celui qui veut faire parler, c'est pour le perdre. Donc ils sont taiseux parce qu'ils ont bien compris qu'ils ont affaire à des menteurs. C'est pas parce qu'ils n'ont rien à dire. Le paysan a beaucoup à dire, a beaucoup à apprendre, mais il est taiseux. Et les Gilets jaunes ont été taiseux sur ce plan pour ne pas rentrer dans le girobroyeur. Et le troisième angle mort, je vais vous rappeler que Pierre Fitte, à la part Fitte, avait écrit un livre qui n'était pas de lui, puisqu'il y avait 40 nègres à l'époque, qu'il avait écrit, j'en connais un certain nombre, et il avait écrit Le mal français. Mais on ne sait pas ce que c'est que le mal français. Or, ce livre révèle ce qu'est le mal français. Pour faire court, le mal français, c'est une tête anglo-saxonne montée sur un corps français. Or, le modèle français et le modèle anglo-saxon marchent à l'envers. Le modèle français, c'est le modèle, finalement, de l'artisan. C'est le modèle de la création de richesse. C'est le modèle de la qualité. J'allais dire, c'est le modèle de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Tandis que le modèle anglo-saxon, c'est le modèle commerçant, prédateur, spoliateur, menteur, pilleur, destructeur. Donc quand vous montez une tête à l'anglo-saxonne, à la Macron, sur un corps français, ça donne effectivement l'arrivée des Gilets jaunes, merci pour les Gilets jaunes, de les appareils. Donc ce sont les trois angles finalement nécessaires. Et ce qui est dit dans ce livre, c'est la figure du roi et la magie politique. La presse, obstinément, refuse de dire la vérité sur le président Macron. Le président Macron, pourtant, l'a dit, il a dit la politique, c'est un style, c'est une magie. Aucun journaliste, ça montre, je veux dire, l'inféodation de la presse, mais que tout le monde connaît, n'a demandé au président Macron ce qu'était cette magie. Et bien cette magie, c'est la triangulation ventriloque. Donc ça, c'est la magie. La figure du roi. La figure du roi, Macron aussi, il faut lire son livre « La Révolution démocratique », et comme l'a dit un de ses conseillers, ce que font les Gilets jaunes, en vrai, c'est que ce que Macron a promis en faux. Parce que les véritables marcheurs, ce sont les Gilets jaunes. Bon, ce dont rêvait Macron, les Gilets jaunes sont en train de le réaliser. Mais il faut le réaliser jusqu'à la prise du pouvoir présidentiel, bien entendu. Bon. Et donc, la figure du roi, quelle est cette idée? Macron a pris à Versailles, parce que je vous rappelle qu'il était destinataire de tout le communiqué de la coordination défense de Versailles, et c'est dans ces communiqués qu'il a pris l'idée du roi, la figure du roi. Et la formule de Macron, totalement censurée par la presse, bien que 01 l'ait publiée bien avant, c'est il manque dans le processus démocratique et dans son fonctionnement, il y a l'absent, la figure du roi. Or, Macron, évidemment, s'est identifié à la figure du roi, et maintenant c'est au peuple souverain de s'identifier à la figure du roi. Donc il y a évidemment une imposture dans la figure du roi. Et pourquoi est-ce que Macron est revenu à Versailles après son élection? C'est évidemment parce que Versailles est légitimement, la figure du roi est légitimement de tous les régimes depuis Louis XIV, y compris d'ailleurs la Révolution, l'art new-yorkais qui est venu ici, et les Gilets jaunes doivent s'identifier à la figure du roi pour reprendre le pouvoir en écrivant effectivement la phrase politique dans le bon sens. Et alors ici, vous avez manifeste pour les présidentielles 2022, on pourrait rajouter aux aveugles du langage, parce qu'il y a un analphabétisme politique incroyable actuellement, et il faut vaincre évidemment cet analphabétisme, c'est le rôle de ce livre, qui donne le plan de reconquête du pouvoir,
en appelant aux élites, ne pas confondre les élites et les apparatchiks, ceux qui sont au premier rang. Les élites ignorent elles-mêmes en général quelles sont les élites. Donc il faut que les élites remplacent les élus et trouver ce système recherché pour que ce soit les meilleurs qui soient au pouvoir et non pas les pires. Parce que le système actuel d'élection, c'est les pires. Et donc, ce qui est dit dans ce livre, c'est la fin, c'est qu'au fond, quel est le plan? Eh bien, le plan, c'est qu'il faut faire en vrai ce que Macron a fait en faux. C'est-à-dire qu'il a eu raison de dire que la droite et la gauche, tout ça, bon, il faut dépasser tout ça. Il a dit qu'il faut que les meilleurs viennent, il faut mettre en marche la France, mais il n'a pas fait puisqu'il était aux ordres, finalement, de ses mandants, de ceux qui ont financé sa campagne, en quelque sorte, et donc pas au service de la France. Donc le défi qu'ont les Gilets jaunes, effectivement, qui représentent l'avant-garde de l'élite des Français qui doivent les rejoindre, et il est évident que les Gilets jaunes ont montré leur courage, ils doivent surclasser la classe politique qui est d'une nullité politique totale. Bon, et ça c'est possible, si vous voulez, parce que le trucage des sondages qui veulent faire parler, toujours on veut faire parler. Donc c'est possible, et il faut réécrire la science, il faut faire table rase de toute la science politique qui a été faite au service du petit nombre pour opprimer les plus grands. Je vous rappelle une chose importante, c'est que c'est la figure du peuple qui a disparu à la Révolution. Il faut voir le hachis parmentier des départements était fait pour empêcher justement les Français de s'exprimer. Donc toutes les institutions étaient détruites. Je vous rappelle que tout le monde s'émerveille sur Notre-Dame. Mais qui a fait Notre-Dame? C'était les corporations. La loi Le Chapelier, pourquoi les corporations ont-elles été détruites? C'était déjà le libéralisme. Mais quand on parle de libéralisme, il faut parler, c'est anglo-saxon. Il n'y a pas de libéralisme, c'est la théorie anglo-saxonne, c'est la commercialisation, c'est la finance anglo-saxonne. C'est-à-dire que les libéraux sont les alliés des anglo-saxons. C'est le modèle inverse du modèle français. Donc le plan est simple. Les Gilets jaunes doivent surclasser en intelligence par une nouvelle doctrine politique qui existe d'ailleurs. Il suffit de remonter, c'est comme tout de même assez simple. C'est une langue, la langue actuelle est une langue de diplicité, d'ailleurs qui avait été très bien décrite par Platon sur le noble mensonge. Donc il faut balayer avec la langue révolutionnaire, cette langue en se basant sur l'académicien la harpe, qui avant Orwell a expliqué que c'était une langue qui faisait l'inverse, la liberté c'est l'esclavage, etc. Il faut balayer les prétendus droits de l'homme qui sont la négation des droits de l'homme. Je vous rappelle, prenons qu'un exemple, c'est que obliger un homme, la conscription en masse, c'est une abomination. Ça a donné toute la boucherie du 19e et du 20e siècle. Bon, les expropriations, c'est les droits de l'homme. Et quand vous avez toute revue, vous avez travaillé pour avoir une maison, pour le donner à vos enfants, il y a ce qu'ils appellent des droits de succession. Ça veut dire les droits. Les droits, c'est une expropriation. Donc en fait, c'est un artifice de juriste pour exproprier, pour tout exproprier. Et prenons dans les prétendus droits de l'homme, l'article 1, qui est effectivement une vaste plaisanterie, les hommes naissent libres et égaux en droit. Je vous rappelle, le mot important, c'est en droit. En droit, ça veut dire qu'il faut des avocats, c'est-à-dire qu'il faut payer. Et donc, ça veut dire déjà, l'égalité est morte, née, puisque c'est celui qui a le plus d'argent qui sera le plus égal en droit. Article 3. Article 3, une abomination, une escroquerie incroyable, c'est de dire que le principe de toute légitimité réside dans la nation. C'est déjà très abstrait, ça veut dire quoi? Bon, mais là, c'est la suite qui est terrible. Nul corps, nulle personne ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que personne n'a d'autorité qui ne vienne de la nation. C'est-à-dire que le père de famille, la mère de famille, l'artiste, personne n'a le droit d'y d'enseigner, de rien faire, sans que la nation ait donné l'accord. La nation, c'est quoi? La nation, on revient à l'état de droit. C'est celui qui peut parler au nom de la nation, qui va décider de tout. C'est la dictature totale, c'est le totalitarisme total de celui qui contrôle le mot nation, qui va pouvoir vous faire vivre ou vous faire mourir. Et donc, c'est une imposture totale, puisque c'est le message que j'adresse aux élites qui doivent rejoindre, bien entendu, les Gilets jaunes, c'est que l'autorité, nous l'avons par nature. C'est-à-dire que celui qui a une qualité, il n'a pas besoin de la nation, entre guillemets, la nation qui est un mot, il l'exerce par lui-même. C'est de sa propre autorité, c'est l'autorité authentique, celui qui agit de sa propre autorité. Donc ce système de nation n'est qu'une escroquerie pour faire dominer l'ensemble de la population par ceux qui contrôlent le mot « la nation ». Et le problème des Gilets jaunes, il est très simple, c'est que par cet article, toute l'autorité a été concentrée en un point qui est le gouvernement, qui décide de tout. Or, il faut redistribuer
faut que l'autorité s'exprime naturellement, c'est-à-dire qu'il faut recréer les communes libres, il faut redonner le pouvoir aux maires, il faut redonner le pouvoir organique au pays, qu'on se redécouvre, bretons, provençaux, et que les solidarités organiques, naturelles, culturelles, j'allais dire culinaires et autres, se retrouvent et qui se lisent dans l'architecture. Donc c'était une dictature incroyable qui fait que maintenant l'architecture c'est quoi? Quand vous promenez en France, il y a les casernes de gendarmerie, les cubes partout, les cubes partout. Et quand vous redécouvrez comment les élites de tout ordre ont fait nos villages merveilleux, notre cuisine extraordinaire, notre art de vivre. Maintenant, avec l'égalité homme-femme, la prétendue égalité homme-femme, il faut être que totalement débile mental pour soutenir cette bêtise absolue. Pourquoi? En mathématiques, revenons aux mathématiques, quand vous dites y égale x, c'est x qui fixe sa quantité à y. Quand vous dites l'égalité entre les femmes et les hommes, ça veut dire que les femmes doivent être égales aux hommes. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus femmes. Donc le modèle est le modèle masculin. Donc c'est la destruction de la femme par cette formule, et après la destruction de l'homme par la femme. Donc si vous voulez qu'on arrive, c'est comme maintenant la mode, c'est d'avoir des pantalons troués, etc. C'est-à-dire qu'arriver à faire l'inverse de ce qui est l'évidence, c'est-à-dire détruire la femme, détruire l'homme, détruire l'amour, détruire la famille, détruire tout ce qui fait le fondement de l'humanité, la polarité, les racines, détruire tout, c'est effectivement accomplir l'idéal d'Orwell, très bien décrit par Orwell, c'est que le tyran, son but c'est quoi? C'est de faire admettre que 2 plus 2 égale 5. Une fois que vous êtes arrivé au futur esclave à lui faire admettre que 2 plus 2 égale 5, tout le reste suit, et vous avez une vision de l'avenir, décrite par Orwell. Si vous voulez une vision de l'avenir, imaginez-vous une botte écrasant un visage humain, éternellement. Et donc c'est le pouvoir actuel, d'une manière tout à fait hypocrite, ne cesse d'écraser les figures, de tout écraser. Bon. Et c'est le... J'aurais juste une petite question pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous en voulez beaucoup à l'Académie française? Alors, je vais vous répondre un peu par une boutade. Je suis l'Académie française. Donc je ne peux pas lui en vouloir. C'est-à-dire que ça a l'air d'une boutade. Je suis, l'Union nationale écrivaine de France, c'est l'Académie française. C'est que nous avons une langue prodigieuse, qui est un miracle d'intelligence. La langue française, c'est la langue de la haute intelligence, admirée du monde entier, mais qui avait une institution, l'Académie, qui a été créée justement parce que la langue française évoluait beaucoup, et à un moment donné, il a fallu fixer ce miracle. Donc, c'était le rôle de l'Académie française, des statuts, de fixer la langue française, de lui donner des règles certaines pour l'immortalité. L'immortalité, ça veut dire que, c'est comme le latin, le but, c'est l'immortalité, la durée. Et l'Académie française, hélas, après avoir instruit, comme je viens de le dire, le complot de mise à mort de la langue française, et avoir, le 26 octobre 2017, quand même, fait une déclaration concernant l'écriture inclusive, disant que c'était en péril mortel, et l'Académie en cela n'avait fait que suivre les incitations que nous lui donnons depuis 2013 sur la mise à mort de la langue française, l'Académie a relativement craqué, si je peux dire. Quand on regarde précisément, c'est pas tout à fait le cas, mais la presse, notamment le Devoir du Québec, a dit « l'Académie a enfin capitulé », ce qui n'est pas vrai, mais c'est le mode médiatique de faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas tout à fait dit. Et comme je l'ai dit, l'Académie française ne pouvant plus assurer sa mission, c'est écrit dans, je rappelle, réponse de l'Académie française à la saisine de la Cour de cassation du 20 avril 2017, que nous avons écrit pour assurer la continuité de l'Académie. C'est nous actuellement qui assurons la continuité de l'Académie en attendant soit de recréer la 3e Académie, puisque je vous rappelle que l'Académie actuelle mais la 2e, ou bien si l'Académie veut accomplir sa mission, eh bien elle la reprendra, mais il faut affirmer actuellement les principes qui doivent permettre de sauver la langue française, parce que la langue française, selon les propres termes de l'Académie, et notamment, il y a 3 dangers décrits par l'Académie française, dont je rappelle dans la fameuse déclaration, le discours de Mme Carré d'Encausse du 5 décembre 2013, qui s'appelle « À la reconquête de la langue française », qui a été adressé au président Hollande, qui était le président protecteur de l'Académie, et qui n'a pas répondu.
C'est-à-dire qu'il y a eu un appel au secours de l'Académie pour sauver la langue française, et le président Hollande n'a pas répondu. Eh bien, dans cet appel à la reconquête de la langue française, solennel, qui devait déclarer l'année 2014 année de reconquête de la langue française, c'était un appel de Mme Carré-Dancause, il y a 3 ennemis qui sont définis. Premièrement, de ce qui est appelé les élites, qui ne sont pas les élites, la désaffection des élites pour la langue française, premier danger. Deuxième, l'école, puisqu'on sait que l'école est faite pour détruire la langue française. C'est la destruction des classiques, la destruction des... Enfin, c'est vraiment... C'est un abêtissoir, l'éducation prétendument nationale et prétendument éducation est un... Et le troisième danger, c'est l'anglais qui dévore la langue française de l'intérieur. Et ça, c'est la clé. Et c'est comme actuellement, tout est fait pour dévorer l'intelligence des Français de l'intérieur. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a 3 angles morts. Il n'y a qu'une solution, c'est de reprendre le pouvoir. Il y a des tas de personnes qui proposent des solutions, notamment de réécrire la Constitution. Mais de toute façon, rien ne peut être fait sans le pouvoir. Donc la condition sine qua non de toutes les solutions, notamment économiques, je vous rappelle quand même qu'il y a un autre gilet jaune dont je voudrais parler. Il se trouve que je suis président de l'ERAMA, l'Alliance internationale pour la reconnaissance des apports de Maurice Allais, le prix Nobel. Maurice Allais, c'est quand même pas n'importe qui. Qu'à comparer la création monétaire à des fossoyeurs de faux billets. Il a écrit, prenons qu'un seul livre déterminant, en 1999. Maurice Allais a écrit un livre, Mondialisation, la destruction de la croissance et de l'emploi. Il annonçait tout ce qui s'est passé. Il a été ostracisé, il a été interdit, il est un peu passé au Figaro, et il avait tout annoncé. Pourquoi est-ce que l'intelligence française, la prétendue intelligence collective, ne peut pas se déployer? Pourquoi est-ce que les élites sont totalement interdites de parole? Bon, pourquoi est-ce que je ne peux pas dire ces choses? Effectivement, c'est interdit. Parce qu'il y a un autre plan. Il y a un autre plan de destruction de la langue française, qui est dépecé, la désindustrialisation. C'est vraiment l'économie pour les nuls. Si vous dites à quelqu'un, vous avez un savoir-faire, eh bien vous allez apprendre à votre concurrent à le faire, vous allez exporter votre connaissance et vous allez importer du chômage. Prenez la création de la monnaie. Vous avez la Banque de France qui était capable de créer de la monnaie. Pas la peine d'être intelligent. Donc quand vous êtes capable, vous, de créer de la monnaie, quelle est la raison pour laquelle vous pourriez demander à un autre de faire la monnaie à votre place et en plus de lui payer un intérêt? Bon, tout est dit. Donc c'est On n'avait pas vu les choses de cet angle-là, c'est vrai. C'est la haute trahison totale. Mais ceci dit, comment? C'est là que la langue française est importante. Pourquoi est-ce qu'ils veulent détruire la langue française? Parce que dans la langue française, vous avez les clés de la liberté, les clés pour démystifier les menteurs. Vous prenez le « en même temps » de Macron. En même temps, eh bien il avait été prévu par Molière. Quand vous lisez la préface de Tartuffe, eh bien vous avez la clé du « en même temps ». Ce que dit Molière, c'est que tous les inconvénients viennent du fait de mettre 2 choses différentes dans le même mot. C'est l'ambiguïté. Donc, ce qui voudrait dire qu'il faudrait que les gilets jaunes soient tous des Socrates en puissance pour essayer de démystifier ces sophistes de fausses élites, on pourrait le de dire, prédateurs. On peut le dire comme ça. Socrate, j'ai dit un certain nombre de choses dans ma thèse de doctorat, puisque Socrate était un disciple de Pythagore, mais on peut en parler. Mais Socrate, si vous pensez à la maïotique, en tout cas, prenons la maïotique, qui est l'accouchement, effectivement, il faut faire accoucher du mensonge toute cette science politique, cette fausse science politique. Maintenant, ce qu'il faut, c'est faire... Parce qu'on parle beaucoup des fausses nouvelles, ils sont très inquiets. Parce qu'effectivement, pourquoi est-ce qu'ils ont inventé tous ces mots en niste, complotiste, machin, etc. C'est parce qu'effectivement, ils ne veulent pas parler de la vérité. Ils ne parlent jamais de la vérité. Moi, je propose, si vous voulez, il faut faire, si vous voulez, un organisme pour appliquer la charte de Munich. C'est-à-dire que cette charte est très bien faite. Elle dit que le premier devoir du journalisme, c'est la vérité, et qu'il faut, c'est un peu plus quoi que ça puisse lui en coûter. Voilà, j'allais dire, même du style, il laissait sa vie, si je peux dire. Bien sûr, donc, à la façon Julian Assange. Il faudrait imposer, il faut d'abord créer, il y a une institution à créer, contrôle, qu'il puisse y avoir si vous voulez, des déclarations, il peut y avoir des appels à cet organisme, et il faut que dans chaque journal, il y ait un correspondant application de la charte de Munich. Ils n'en veulent pas. Parce que les fausses nouvelles, c'est le gouvernement. C'est pire qu'une fausse nouvelle. C'est un mensonge. Toute la doctrine politique est un mensonge. Prends un exemple. On entend dire couramment que Macron a été élu par les Français. Mais c'est une blague.
C'est une énorme blague, puisque au plus, il y a 15%. Alors comment est-ce que le mensonge est établi? On dit d'abord, c'est la volonté du peuple, c'est la volonté générale. Ça, c'est Rousseau qui vous dit ça. On dit très bien, volonté générale, on est d'accord. Et puis après, on va arriver à la Constitution qui dit que les partis ne doivent que contribuer à l'expression de la volonté générale, personne ne comprend circuler. On vous dit que le mandat n'est pas impératif, personne ne voit. Et puis, on arrive où? Après, il y a des candidats. Bon, les candidats, ils sont éliminés comme dans les 10 petits nègres d'Agatha Christie, les petits trucs, etc. Et puis il en reste qu'un, et puis on met le loup-garou en face, on dit vous voulez qui? Ah, le loup. Ah ben non, on veut pas le loup. Bon voilà. Non, mais on se fout du monde. C'est une escroquerie. Après, le président Macron vous dit qu'il a appliqué son plan, mais demandez le retraité. Donc il faudrait un ministère, je vais pas dire un ministère de la vérité, ça rappelle autre chose, mais moi je dis qu'il faut pénaliser le mensonge. Il faut pénaliser le mensonge. Et ça, c'est très important. Il faut pénaliser le mensonge. Il faut effectivement un organisme qui fasse appliquer la charte de Munich. Quand vous appelez les fameux Wikipédia, libération, délibération et fausse libération, vous n'avez jamais un interlocuteur. J'ai appelé Édouard Rothschild, pas de réponse. Impossible. Non mais bon, ou autre chose, on peut parler de tout ce qu'on veut. Vous pouvez parler des Pinault et compagnie. Il n'y a jamais personne. Et c'est le problème clé. C'est la non-réponse à conclusion. C'est-à-dire que c'est exactement comme dans les tribunaux, vous n'avez jamais de réponse aux questions. Les ministères sont pleins de lettres dans les placards auxquelles on a répondu. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que le pouvoir? C'est pas de répondre aux questions, d'abord, c'est de pouvoir les poser. Bon, donc tout le système est un système d'escroquerie, si vous voulez. Aucune institution ne fonctionne. J'ai parlé de l'Académie. L'Académie a quand même fait un bon travail, qui est, je répète, dans cette lettre à la Cour de cassation. Et c'est un scandale que l'Académie n'ait pas répondu, elle ne peut pas répondre. Alors, ce que vous répondent des académiciens, c'est politique, c'est politique. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que toutes les institutions sont royales quasiment. J'allais presque dire même le Palais Bourbon. Quand vous prenez la Cour des comptes était faite, et c'est tout le problème que nous avons à régler, c'est qu'il faut un arbitre. Or, vous aviez actuellement, c'est toujours la même personne qui est en face. Bon. La Cour des comptes ne peut pas fonctionner parce qu'il n'y a pas de patron. La Cour des comptes, je vous rappelle qu'il y a eu la Curia Regis, la Cour du Roi, a été divisée en Cour des comptes et Parlement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de patron parce que le patron, c'est ce qu'a dit. Merci Nicolas Hulot, ce sont les lobbies. C'est pour ça qu'il faut un vrai président. Il faut que les gilets jaunes fassent le portrait robot. C'est pas la Constitution, on peut en faire si vous voulez. C'est ça. Quel est le portrait? De toute façon, il y aura un prochain président. Bon, d'abord, il y a l'élection des maires. Il faut qu'il y ait une majorité de maires gilets jaunes. Pour ça, il faut une charte des municipales. Je rappelle que la révolution de 89 a commencé par la révolution municipale. Donc, il faut prendre le pouvoir local. Il faut penser localement pour agir globalement. Oui, tout à fait. Inversons la proposition. Il faut penser local, penser local. C'est circuit court, politique, intellectuel. Notre alternative par rapport aux élections? Comment? Avons-nous d'autres alternatives par rapport à l'élection classique? Pour reprendre le pouvoir au niveau des mairies. L'élection est classique, l'élection locale existait. J'invite les Gilets jaunes à regarder comment le pays fonctionnait dans leur coin avant la Révolution. Vous aviez des communes, vous aviez des décisions. Je rappelle par exemple Louis XIV. Louis XIV, à un moment donné, qui était un homme qui a créé toutes les institutions, et Macron l'a pris pour modèle, à un moment donné, il s'est dit, c'est quand même bizarre, c'est le roi qui nomme les maires des grandes villes. Mais il s'est dit, mais au fond, ce serait peut-être plus malin que ces gens-là élisent le maire. Louis XIV a installé l'élection dans les grandes villes. Et il a regardé. Parce que c'était un scientifique, Louis XIV, mine de rien. Il a regardé, il a vu que ça ne marchait pas. Parce qu'il a vu que dans certaines villes, on ne faisait rien. Dans d'autres, que c'était un petit groupe qu'il prenait. Dans d'autres, il n'y avait rien. Donc l'élection, il faut qu'elle soit à sa place, mais il faut un patron. Et je vous rappelle que La Fontaine disait, il n'est que l'œil du maître pour voir, j'y ajouterai l'œil de l'amant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'économie d'élites, c'est-à-dire de vraies élites, c'est-à-dire de gens au service de tous. C'est ça l'élite. C'est au service de son métier, au service. Et pas donc, des prédateurs, c'est la différence que vous faites. L'élection, elle est simple. Le maire, c'est d'ailleurs Macron qui avait méprisé les maires et retourné vers les maires. Le maire, c'est vraiment l'image de la démocratie au bon sens. Je vous rappelle qu'en France, avant que la Révolution ne fasse qu'une seule loi, la même pour tous, c'est-à-dire la leur, il y avait 600 coutumes. C'est-à-dire que la véritable loi démocratique, c'est la coutume, qui ne vous est pas imposée d'en haut, mais qui vous vient de l'environnement. Donc tout ça, je ne dis pas que nous sommes au XVIIIe siècle, mais tout ça doit être repensé, il faut reprendre le pouvoir localement. Et moi je vais vous dire, il y a les moyens.
On a les méthodes. Moi, j'ai les méthodes. Et vous avez une richesse extraordinaire, notamment les retraités. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas d'école, pourquoi a-t-on besoin d'éducation nationale? Ben, vous avez des gens qui savent et des gens qui ont besoin d'apprendre. Il faut trouver le lien entre les deux. Comment se fait-il que les campagnes mourraient de faim? Il y a tout ce qu'il faut. Donc, il faut dire, l'État vous méprise, méprisez-le, nous n'avons plus besoin d'État. Il faut s'organiser dans tous les domaines. Et ça, c'est possible à partir des mairies. Vous faites des réunions. Moi, j'ai connu dans l'industrie les cercles de qualité. J'ai la méthode. Les cercles de qualité, vous réunissez les gens. Il faut faire les communes libres, il faut retrouver les communes libres. Il faut replonger dans la littérature pour voir les escroqueries par le langage et dans l'histoire les modèles qui conviennent à chaque situation. Maintenant, en prétendant qu'on veut tenir compte des territoires, le mot territoire est méprisant. Je me souviens de ce Pisani qui avait dit un jour le mot abominable de province aura disparu. Mais la province, c'est la Provence, c'est beau. Enfin, on peut trouver ce qu'on veut. Est-ce qu'on pourrait penser à une sécession des communes? Mais bien entendu, c'est pas on peut penser. Il faut une sécession intelligente. Intelligente. Dans le cadre de la loi, si je peux dire. Toujours, toujours. La loi, c'est nous d'abord. Hein, à Versailles, quand vous avez la presse qui m'a dit nous ne parlerons plus de ce que vous faites, j'ai dit comment vous ne ferez plus votre devoir? Nous n'aimons pas la manière dont vous parlez de la démocratie. Hein, c'était M. Gauthier, Stéphane Gauthier des Nouvelles de Versailles qui m'a dit ça. C'est-à-dire la démocratie, ils veulent que ça soit eux, c'est le petit nombre la démocratie. C'est pour ça qu'il y a un mot grec d'ailleurs. Bon. Et donc l'idée, c'est, alors sécession, il faut bien choisir les mots, mais effectivement, il faut mentalement d'abord commencer par couper le cordon ombilical avec l'oppresseur. Toujours, jamais se dire, attendons, monsieur Macron, monsieur ci, monsieur ça, monsieur ça. Il y a un problème, on le règle. Et puis on le règle notamment vis-à-vis de... Il faut redonner le pouvoir aux maires, parce que toutes ces communautés de communes qui ont augmenté considérablement le nombre de parasites, si je peux dire, ne font rien. Il faut redonner le pouvoir là où il est nécessaire, il ne faut pas le donner, il faut le reprendre, et ne rien attendre de Macron. Parce que, si vous voulez, le principe de domination, c'est quand vous attendez quelque chose de quelqu'un, vous êtes dominé par lui. Il faut l'oublier. Il faut l'oublier constamment. La servitude volontaire. Voilà, la servitude volontaire, etc. Donc il faut se dire, j'ai un problème, comment est-ce que je règle? Alors on sait qu'effectivement l'État existe, etc. Mais méprisez-le et il viendra à vous, il viendra vous manger dans la main d'ailleurs. Bon, donc la richesse, elle est où? La richesse sont les pauvres. Ce sont les pauvres qui nourrissent les villages. Je fais un peu de démagogie, si vous voulez. Ce sont ceux qui nourrissent les riches qui crèvent de faim. Bon, alors bon, je vais certainement m'empêcher de leur dire ça, mais c'est la réalité. La richesse, c'est la campagne. J'ai connu l'ancien président de l'UNAO qui m'a dit j'ai contribué à détruire les paysans. Prenez le nombre de paysans qui ont été détruits. C'est un véritable génocide. Et il a été détruit comment? Par une formule mathématique. Le plan Mansholt était très simple. Il disait il faut que les revenus de l'agriculture soient toujours légèrement plus faibles que ceux de l'industrie. Ça, c'est un génocide. C'est-à-dire qu'on affame les gens pour qu'ils disparaissent. Tout ça, c'est les mathématiques. Tout est mathématique actuellement. C'est facile. Quand vous fixez le salaire de quelqu'un, ben vous savez où il va habiter, ce qu'il va manger, etc. Donc, tout est mathématique. Donc, il faut reprendre le pouvoir. Et le pouvoir, la légitimité, elle n'est pas au Palais Bourbon. La légitimité, c'est dans l'autorité des élites locales. Regardez comment était le pays. J'invite les Gilets jaunes à regarder où ils habitent. Tiens, comment se fait-il que ce village soit admirable? Comment est-ce qu'ils construisaient les maisons? Je prends un exemple tout bête. Bon, vous prenez en Normandie, vous prenez les toits de chaume. Il y avait une corporation. Alors la corporation, c'est un mot affreux, etc. Non, c'était des corps qui ont fait cette merveilleuse France. Ce sont des corporations qui ont fait Notre-Dame. Hein, ce n'est pas des exploiteurs du peuple. Bon. Et l'idée était très simple, il faut repenser la vérité des prix. C'est pour ça que je dis que les Gilets jaunes, c'est la révolution de la vérité politique, la vérité des prix, la vérité de la justice. Dans la justice, c'est un système complètement fou. Vous savez que la vérité est interdite dans la justice, ça s'appelle l'exception de vérité. Et l'exception de vérité, ça va être une exception, c'est comme ça qu'ils contrôlent la pensée, et en plus, il y a un procédé tellement compliqué pour faire valoir la vérité que c'est un chemin semé d'embûches, de telle sorte qu'il est quasiment impossible d'y arriver. Donc la vérité est exclue de la justice, la vérité est exclue de la politique, elle est exclue des prix. Quand vous pensez qu'il faut quelques centimes pour rentabiliser le prix du lait ou d'autres choses, et qu'il n'y a pas un gouvernement qui décide au moins que ça soit rentable, c'est que vous n'avez pas de gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement en France. Hein, vous avez une sorte de Gauleiter qui applique des règlements. Et c'est pour ça que Macron est incapable d'ailleurs de faire une synthèse. Je vous rappelle que c'est un écrivain. Des prédateurs et leur valet servile. Quelque part, c'est comme ça qu'il... Oui. Et tout comme nous n'avons pas de constitution qui assure la séparation des pouvoirs. Mais c'est de la rigolade, la constitution, la séparation des pouvoirs. Et j'allais dire,
c'est presque une évidence. C'est pour ça que j'invite, même si ça déplaît à certains, à repenser ce qui a fait la France. C'est-à-dire qu'il y a des principes, il y a tout un ensemble de choses qui ont fait la France la Chine de l'Occident. La Chine, c'était la première puissance au monde, à la place des États-Unis. Je vous rappelle que quand la France avait 25 millions d'habitants, les États-Unis avaient 1 million. Comment est-ce qu'on passe de 1 million à la première puissance au monde et comment la première puissance de la France descend en bas? Eh bien, c'est parce que les anglo-saxons, je suis désolé de le dire, ils pensent, sont des prédateurs, sont comme des commerçants, ils savent très bien comment faire. Et ils savent comment détruire. Demandez-le aux Indiens. Les Indiens, c'est quand même abominable. Vous avez la statue de la liberté qui éclaire un cimetière. Et on considère encore que c'est le pays de la liberté? Non, enfin, je rêve. Bon, il faut demander aux Indiens ce qu'ils en pensent. Or, les Indiens, ils avaient une formule terrible qu'il ne faut jamais oublier. Pourquoi veulent-ils tout? C'est-à-dire que les Indiens ne cessaient, relisez Tocqueville, de fuir, mais ils ne comprenaient pas. Ils se sont dit, ils vont s'arrêter. Non, ils ne s'arrêtent pas, les anglo-saxons. Ils veulent tout détruire et Macron est leur modèle. C'est le prédateur, le méprisant, le spoliateur, le menteur. Voilà. Et donc, une fois que vous avez compris ça, eh bien, vous vous organisez et sans lever le petit doigt pour demander, Monsieur le Président, qu'est-ce que je fais? Hein, c'est un petit peu comme, si vous voulez, la poule qui regarde le renard en disant, Monsieur le renard, qu'est-ce que vous pensez de moi? Voilà. Justement, je rappelle à ceux qui nous regardent, parce qu'on est en direct, donc il y en a qui arrivent, qui partent, de regarder votre conférence que vous avez fait, La magie des Gilets jaunes, où vous expliquez bien le président ventriloque, la triangulation du langage et comment il domine là-dessus. Et donc, sur quoi on continue, là? Ce que je veux dire simplement, puisque bon, c'est que j'invite, si vous voulez, j'invite, parce que d'abord, il faut un petit peu virer sa cutie, je veux dire, bon, mais j'invite les auditeurs à aller sur mon blog, Réarmer l'intelligence. Parce que l'intelligence, c'est la clé de tout. Et quand j'appelle ce que j'appelle intelligence, c'est le bon sens, c'est pas l'intelligence bac plus 50, c'est l'intelligence des choses, c'est voir, lire à l'intérieur des choses. Donc, Réarmer l'intelligence, et là vous allez voir les vidéos sur les gilets jaunes, les vidéos sur les gilets jaunes, et vous allez avoir, je peux donner les titres. La première vidéo, c'était la magie, c'était d'abord Gilets jaunes en marche, nous sommes tous des gilets jaunes, c'était en novembre. Ensuite, c'est la logique des gilets jaunes, puis la magie des gilets jaunes en marche, acte 8, le secret d'une révolution en panne d'essence politique. Ensuite, le choix entre le RIC et la prise du pouvoir par les Gilets jaunes, le moment est historique. Appel aux Gilets jaunes anti-Machiavel pour une nouvelle doctrine de régénération du langage politique. Il faut régénérer le langage politique qui soit au service du peuple, pour employer le terme, et non pas au service du petit nombre. Donc, Macron serait l'apogée de ce système droit de l'homiste libéral. Alors, moi, je me méfie des mots. Je dirais, je comprends ce que vous voulez dire. Rappelez-vous, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, tout le monde était contre le système. Tout le monde était contre le système. Même le ministre Valls sortait, Premier ministre, en disant « je suis contre le système ». Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est le super système. Et il nous venait de Londres en plus, c'est-à-dire l'ennemi héréditaire de la France. Bon, alors on peut mettre des mots, c'est important, parce que au moment historique, selon un certain président qui l'avait dit, il faut trouver les mots, parce qu'une nouvelle doctrine sont de nouveaux mots, quitte à ressusciter certains mots. Il faut que les Gilets jaunes trouvent leurs mots, notamment sur il faut plus considérer le président comme légitime. Je suis désolé, j'ai commencé à le dire, 15% c'est pas la majorité. Et en plus, avec l'arrogance en plus. Et tout est fait pour qu'il y ait 15%. Quand vous prenez la volonté générale des Français, et que vous prenez ce que font les politiques, c'est toujours à l'envers. C'est toujours à l'envers. Donc le système est fait, c'est un système, comme je l'avais dit pour Maastricht, dès 1992, j'ai annoncé ce qui allait se passer. L'Europe, j'avais dit, c'est une construction politique, donc le coût sera économique. Je l'ai écrit chez Albin Michel en 1992, dans un livre qui s'appelle « Lettre ouverte à ceux qui croient encore que l'Europe c'est la paix ». Bon, et donc j'avais pris le discours du 4 avril 1992 de Bérégovoy, qui disait « Grâce à l'Europe, vous aurez moins de chômage, moins d'insécurité et moins de corruption ». Et je l'avais dit en 1992, parce que moi j'annonce le futur avant et pas après. J'avais dit, vous aurez exactement l'inverse. Et à tel point que M. Mitterrand avait dit que l'Europe c'était 5 millions de chômeurs en moins. Et quand il y a eu 5 millions de chômeurs en plus, j'ai sorti un livre, Le syndrome de l'ortelan, et qui s'appelait Appel au président de la République
pour qu'il révèle la guerre que nous font les États-Unis et sauve ainsi la France du piège européen. C'est un livre qui a donné l'illumination à M. Asselineau, qui me l'a dit. Et c'est de là. Intéressant. Et il a pris mon livre, c'est pas moi qui le dis, ce sont ses adeptes, pour en faire un parti politique. Mais l'inconvénient, c'est qu'il a oublié l'ortolan, dont il est un bon exemple. Il est sorti de la cage, puisque je lui avais donné la lumière, mais il manque la question de l'aveuglement. Or, le point essentiel, qui est le miracle des Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes ont vaincu l'aveuglement par le jaune. Je vous rappelle que le jaune, c'est la couleur la plus proche de la couleur royale, de l'or royal. Donc c'est une bonne introduction à la prise du pouvoir par le premier président Gilet jaune de la cinquième ou de... Certains partis qui nous approchent vont apprécier les propos. J'aimerais revenir sur votre vision du modèle français pré-révolutionnaire. Comment vous pouvez le comparer au modèle anglo-saxon triomphant actuellement en cours sur cette mondialisation triomphante? Qu'est-ce que nous apporterait ce modèle français pré-révolutionnaire dans la mondialisation actuelle? On sort de la mondialisation, on refait des frontières, des droits de douane, on négocie comme veut faire la France insoumise. Alors, bon, d'abord, je dirais que le modèle français, c'est un miracle. Je vous rappelle que le patrimoine dont Notre-Dame est un exemple fait l'unanimité. C'est-à-dire qu'il faut reconstruire la France à partir du patrimoine, mais non pas, comme le proposent certains, de reconstruire le matériel, c'est de comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est-à-dire que, là je fais un petit détour par l'incendie de Notre-Dame, il y a quand même tous ces prédateurs qui tournent autour de Notre-Dame, en triangulant Notre-Dame, en disant « mais oui, c'est merveilleux », etc. Ce sont tous ceux qui ont détruit, non pas le bâtiment, mais l'âme qui est à l'origine. Et là, il y a une célèbre histoire de quelqu'un qui demande à des ouvriers des artisans qui sont près d'une cathédrale, que faites-vous? Le premier dit, je taille une pierre. Le deuxième dit, je gagne ma vie. Le troisième dit, je construis une cathédrale. Mais qu'est-ce qui fait la cathédrale? C'est la foi. Et j'ai entendu quelqu'un, un homme religieux que je ne citerai pas, qui a dit, c'est la maison du peuple. Non, la cathédrale n'est pas la maison du peuple, c'est la maison de Dieu. Bon. Et vous me posez la question. C'est la question que doivent se poser les Gilets jaunes. Moi, j'ai fait de la reprise d'entreprise. Quand vous avez une entreprise qui va mal, c'est la France, bon, comment est-ce que vous sauvez l'entreprise? Eh bien, vous la recentrez sur son cœur de métier. C'est-à-dire, vous voyez ce qui est essentiel à sa vie, j'allais dire son âme, pour prendre un terme un peu... Et vous dites, au fond, qu'est-ce qui a fait la France? Or, la France, qui est quand même étonnant, et là je parle à quelqu'un qui veut faire une constitution, c'est que, je vous disais tout à l'heure, combien y a-t-il de constitutions depuis la Révolution? 17. La première constitution, c'est laquelle? C'est celle de 1791, qui garantissait, vous voyez l'importance, qui garantissait l'inviolabilité du roi. Un an et demi après, on lui coupait la tête. Et le seul qui connaissait la constitution, c'était Louis XVI. Il la connaissait par cœur. Il a cru qu'elle le protégeait, pas du tout, parce que tout est rapport de force. La deuxième constitution, c'est laquelle? Première République, 1793. 1793, est-ce qu'elle a été appliquée? Non, parce qu'il y avait la terreur. Voilà. Donc ça vous donne une idée de ce que sont les constitutions. La seule constitution la plus longue dont personne ne parle, c'est la constitution de la France, qui a duré 1200 ans. Et cette constitution, comme la constitution anglaise, c'était pas une constitution d'escrocs écrite sur un papier, parce que dès que vous avez un contrat, il faut savoir le lire, et puis il y a des petits textes. Donc la constitution, c'est ce qu'est la France. Et c'est fait de plusieurs choses. Mais le problème de l'instabilité de ces constitutions dans l'histoire, c'est parce qu'elles étaient républicaines, quelque part. De toutes les constitutions depuis 1791. Il n'y a pas de stabilité, justement, puisque chaque fois qu'il y a un problème, on change de numéro. Donc je veux dire que la constitution de l'ancienne France, il faut y réfléchir. Je ne dis pas qu'il faut la copier. Il faut comprendre comment la France est devenue la première nation du monde. Mais il n'y avait pas... Il y avait... En fait, je prends Mirabeau, il parlait de la constitution de la Provence. Il y avait plusieurs constitutions. Et moi, j'invite à penser localement pour agir globalement, c'est-à-dire de se dire au fond, qui sommes-nous, que faisons-nous, quelles sont les solidarités, que nous faisons-nous ensemble. Alors là, effectivement, il faut d'abord reprendre le pouvoir sur soi, sur son esprit. Pour ça, il faut couper le cordon ombilical avec le prédateur. Il faut arrêter de penser toujours par rapport à l'Élysée, etc. Non, non. Et de réclamer quoi que ce soit. Il faut arrêter de mendier. Nous ne sommes pas des mendiants. C'est ce que demandent les Gilets jaunes. C'est le respect de ce qu'on est. Le travail mérite salaire. Et quand on tue le travail local, parce qu'il y a un Chinois
qui est pressuré. C'est une monstruosité. Et tout ça au nom des droits de l'homme. Donc d'abord, reprendre son pouvoir sur soi. Donc, se déconnecter, se couper un peu de la télé, tout ça, etc. Et puis, c'est ce que les Gilets jaunes ont apporté. Il y a une chose qui m'a émerveillé. C'est un jour une femme Gilet jaune qui dit, voilà, moi j'avais honte, parce que j'avais rien à manger, j'étais pauvre, etc. J'avais honte toute seule. Et j'ai découvert que j'étais pas seul. Et quand on est plusieurs dans ce cas-là, ce n'est plus un cas. Parce que l'escroquerie de l'égalité, c'est comme on vous dit que vous avez tous les moyens. Quand vous n'y arrivez pas, c'est qu'en plus vous êtes un imbécile. Bon, donc non seulement on vous vole, mais en plus on vous fait vous mépriser. Donc il faut retrouver la fierté de soi vis-à-vis des prédateurs et inverser, si vous voulez, ce rapport de mépris, si vous voulez. Et alors, après, revoir, au fond, que faisons-nous? Retrouver les solidarités. C'est ce que font les Gilets jaunes sur les ronds-points, mais il faut peut-être qu'ils se réapproprient la ville, qu'ils repensent. Qu'est-ce que c'est une ville? J'ai vu des Normands récemment, ils ne savaient même pas qu'ils étaient Normands. Alors, est-ce que ça... Parce que si nous perdons, si vous voulez, cet ADN qu'il y a en nous, qui nous vient du fond des âges, comme l'a montré la cathédrale de Paris. Pourquoi est-ce que tout le monde vit? Parce que ça touche quelque chose de profond. Tout le monde ne sait pas pourquoi. Bon, eh bien, si nous ne retrouvons pas notre ADN profond, bon, eh bien, à ce moment-là, nous n'avons plus rien à faire ensemble. Nous sommes uniquement des individus avec un numéro de sécurité sociale, il faut payer ci, payer ça. Et sinon, si nous ne retrouvons pas un lien de solidarité profond sur ce que nous sommes, bon, eh bien à ce moment-là, il n'y a plus que la finance qui peut nous mettre d'accord avec une augmentation. Donc après, par rapport à ce que vous dites, il est évident qu'il faut reprendre le pouvoir sur soi, ensuite le pouvoir local, retrouver ces pays, j'allais dire d'origine, hein. Un Breton, je suis désolé, il fait des crêpes, bon, et puis ailleurs on fait autre chose. Donc, qu'est-ce qui nous relie? C'est la table. Les anglo-saxons, vous en parlez, n'ont pas de table. Le modèle français, c'est le modèle de la qualité, c'est le modèle de l'harmonie, c'est le modèle qui est représenté par Notre-Dame, et j'allais dire, alors on en pense ce qu'on veut, c'est une foi commune. Et ce que représente la cathédrale de Paris, c'est comment faire un tout orienté vers le haut, parce que tout nous abaisse actuellement, hein, tout nous abaisse, en respectant la variété, la grande variété, avec un principe commun. Alors, le modèle français y était parvenu, chacun en pense ce qu'on veut, mais c'était un succès. Et depuis que des Macron, en 1792, ont pris le pouvoir en coupant les têtes aux droits de l'homme, en guillotinant, en faisant la terreur, eh bien on voit que le pays ne cesse. Dans la reprise d'entreprise, le cœur, je ne dis pas qu'il faut copier. Je vous rappelle que Louis XIV a repris un modèle qui avait plus de 1000 ans, c'était le modèle grec, et il en a fait Versailles. Donc, les principes sont éternels, l'application, elle est d'actualité. Contextualisé. Donc, il faut reprendre l'étude classique. Pourquoi est-ce que les études classiques ont été supprimées? Parce que les études classiques apprennent à penser. Et vous avez un auteur que je ne citerai pas, qui disait « On ne peut pas inventer sans formation classique. C'est la boîte à outils. La logique, la rhétorique, la dialectique, la poésie, c'est le logiciel qui fait marcher le cerveau, et c'est ce logiciel que l'éducation nationale a pour mission de supprimer pour araser les disques durs. » Oui, mais ils mettent la théorie du genre maintenant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de la théorie du genre, ce modernisme, ce progrès? Pour faire très court, bon, nous avons affaire à des gens intelligents. Bon, moi j'ai travaillé effectivement à l'international. Les gens pensent, les gens qui nous dirigent, les anglo-saxons, parce que j'ai travaillé dans l'industrie anglo-saxonne, donc je les connais bien quand même, ils travaillent à 25 ans, 50 ans. Je vous rappelle que Le Meilleur des mondes a été écrit en 1923, hein, et nous fait comprendre ce qui se passe maintenant, alors que les gens ne le voient même pas quand ils l'ont sous les yeux. Relisez Le Meilleur des mondes, relisez 1984, relisez Le Bonheur insoutenable. Donc, il prévoit. Alors, la théorie du genre, bah, c'est très simple. Il suffit de regarder comment on traite les insectes. Quand vous voulez détruire des insectes, vous perturbez leur système sexuel. Donc, la théorie du genre, je les donne dans ma lettre, je le rappelle à la Cour de cassation, parce que j'explique que la langue française... Il y a deux féminismes, comme le cholestérol. Le bon féminisme, entre guillemets, c'est le féminisme à la française. C'est le féminisme de l'amour, notamment de l'amour des hommes pour les femmes, des femmes pour les hommes. C'est la qualité, c'est l'amour de la langue française, de l'intelligence, de la réunion, des salons, etc. Ça, c'est le bon féminisme, si on tient haut. Et le mauvais féminisme, c'est le féminisme de la femme frigide, c'est le féminisme anglo-saxon. Et donc la théorie du genre, c'est pour détruire la langue, et par la langue, les repères sexuels entre les hommes et les femmes, c'est anglo-saxon. Dès qu'on vous parle genre, regardez d'où vient le chien. Donc toute
la prédation nous vient du monde anglo-saxon. Dès qu'il y a un mot en anglais, d'ailleurs, vous voyez l'origine, effectivement, du poison. Et ils font ça pour nous détruire, parce que les anglo-saxons, c'est, selon leur expression, excusez-moi de parler anglais, nos limites. Ils détruisent nos cafés, ils détruisent notre alimentation, ils détruisent le genre, ils détruisent la relation entre l'homme et la femme, qui est la base de la société. Hein. Et le modèle des relations entre la femme et l'homme, c'est la France. Même Jung, qui arrive en France, il dit c'est merveilleux, la femme c'est la qualité de la vie. Vous parlez de Carl Jung? Non, de Jung, de l'anglais qui est arrivé. Ah oui, d'accord. Bon, mais donc, si vous voulez, il suffit, réfléchissons, demandons-nous pourquoi ces gens-là qui prétendent faire notre bonheur ne font que notre malheur. Mais on pourrait dire que tout ce qui est pourri vient du monde anglo-saxon. Ah, vous y allez. C'est Oui. un constat Vous y allez, radical, sans faille. Mais c'est l'histoire de France. Vous savez, moi j'ai travaillé, je vais vous donner un exemple. Je travaillais un jour avec un Anglais que je croyais qui était très sympathique avec moi. Bon. Et jusqu'au jour où j'ai vu qu'il me poignardait dans le dos. Mais vous savez ce qu'il me disait? Il me disait que son père, je vous cite, son père travaillait dans le LCS, Local Central Service, c'était la cellule secrète de Churchill qui se trouvait au-dessous de Westminster. Il m'a dit, c'est lui qui le disait, il m'a dit qu'il faisait des atrocités telles derrière les lignes allemandes que les Allemands ne pouvaient même pas imaginer que c'est eux qui l'avaient fait. Voilà l'esprit anglo-saxon. Il faut lire Lyndall Hart, il faut lire La guerre moderne, titre français, qui est en fait la guerre britannique en anglais. Et vous voyez l'intelligence tactique, je le reconnais, l'intelligence pragmatique des anglo-saxons qui veulent gagner. Vous pensez à Dresde, du bombardement de Dresde? On peut penser évidemment, au bombardement en général, si vous voulez. Bon, on peut parler aussi du Havre. C'est-à-dire qu'il faut, sans trop, parce qu'après on tombe dans des catégories, si vous voulez, l'anglo-saxon est un prédateur, et je prends comme meilleur exemple, prenez l'Amérique vis-à-vis des Indiens. Les éditeurs savent peut-être ce que c'est que le Thanksgiving Day. Prenons un autre exemple. Vous connaissez le Thanksgiving Day? Bon. Avec la grosse dinde? Ah oui, ça. Bon, d'accord, alors ça, c'est tout le monde visé, sait ouais, qu'il y a une fête, mais personne ne sait ce que c'est. Bah, beaucoup croient que ça correspond à Noël chez nous, alors que c'est Voilà, pas la donc, même date. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut quand même réarmer son intelligence. L'histoire est simple. C'est lorsque les puritains sont arrivés sur la côte est des États-Unis, au XVIe siècle. Ils étaient dans un bateau, je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de supermarché, on débarque. Hein. Bon. Et ils croyaient qu'il y allait avoir un lieu de colonisation pour les accueillir. Manque de chance, personne. Ils sont seuls, vous imaginez, vous arrivez à la plage, bon. Ils débarquent. L'hiver approchait. Ils allaient mourir de froid, ils ne savaient pas comment faire. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des sauvages, entre guillemets, qui étaient là, les Indiens, qu'on les appelait, qui les regardaient. Mais ces fameux sauvages sont venus à leur secours. Ils leur ont appris à cultiver le maïs et ils leur ont permis de sauver leur vie. Donc les envahisseurs ont été secourus par les envahis qui ne savaient pas ce qui les attendait pour les faire survivre. Et ils ont été tellement contents qu'ils ont instauré un jour, c'est le Thanksgiving Day, le jour du remerciement, dans lequel giving, on donne le remerciement. Et au début, il y avait une table, il y avait d'un côté les envahisseurs, les anglo-saxons, les puritains, attention, le mot puritain est important, et en face, il y a ceux qui allaient être purifiés, c'était les Indiens. Bon. Et 3 siècles plus tard, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours la table, il y a toujours la dinde, j'allais dire il y a le dindon de la farce, et en face, il n'y a plus personne. Voilà ce que c'est que ce peuple prédateur, c'est-à-dire que dans le cochon, tout est bon, et pour les anglo-saxons, il n'y a pas de limite. Donc il faut, ce que font les gilets, il faut les stopper. Il faut stopper leur système politique, parce que la prétendue démocratie, mon œil, ce qu'ils appellent la démocratie, quelle est la mère de toutes les démocraties? Eh bien c'est la royauté anglaise, cherchez l'erreur. C'est bien l'Angleterre, mais eux ils ont gardé la reine qui joue un rôle très particulier. Mais la démocratie, c'est comme le libéralisme. Le libéralisme, c'est la doctrine économique au service des anglo-saxons. Eh bien la démocratie, c'est le système politique au service des anglo-saxons. Parlez-en en Irak, quand ils ont apporté la démocratie en Irak. Bon, eh bien, c'est un logiciel truqué, comme on sait le faire. Alors, si vous voulez, on croit voir, dans ce bloc enfariné, il y a marqué démocratie, et à l'intérieur, il y a marqué servitude. Donc c'est un système assez astucieux, qui fait tomber en certitude ceux qui croient que c'est une démocratie. J'aurais juste, pour vous faire rebondir, un mot de Jean-Michel Apathy, Ouais. qu'il avait prononcé le 14 novembre 2016, au niveau d'une interview de Public Sénat.
Et donc il y avait la charmante journaliste qui était en interview avec lui. Et lui, à un moment, il s'est lâché. Et puis, je vais me permettre juste de vous lire, en fait, ce qu'il avait dit. Moi, si un jour je suis élu président de la République, vous savez, avec son accent là du Sud, savez-vous quelle est la première mesure que je prendrais? Je raserais le château de Versailles. Ce serait ma mesure numéro 1 pour que nous n'allions pas là-bas, en pèlerinage, cultiver la grandeur de la France. Devenons réalistes. Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase de ce grand journaliste qui est Apathy? Ben moi, je penserais que c'est la phrase d'un larbin. Parce que à qui profite le crime? À qui fait-il plaisir? Pour qui il parle-t-il? Bon. Mais je vous rappelle que Versailles à la Révolution devait être rasé éventuellement, c'était une hypothèse. Et il y a une phrase de Laurent Fabius qui était bonne, il a dit Versailles a résisté à la Révolution, elle résistera bien à l'art new-yorkais. Enfin, il avait dit l'art contemporain. Mais si vous voulez, ce genre d'apathie qui ne dégage aucune sympathie, c'est vraiment la pègre. Pour vous, c'est de la pègre? La pègre, c'est peut-être un mot d'ailleurs un peu trop valorisant d'ailleurs. Parce que la pègre a un certain nombre de valeurs. Donc vous excusez auprès des mafieux de les associer avec Apathy c'est- en fait. Parce que si je reprends la phrase qui ne m'avait pas échappé à l'époque, c'est pour qu'il n'y ait pas de pèlerinage pour la grandeur de la France. Il dit ce qu'il est, donc il est opposé à la grandeur de la France. Qui peut être opposé à la grandeur de la France? Ben lui, il nous dit devenons réalistes. La mais- grandeur de la France, c'est fini. Non, 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 non. Il dit qu'il ne faut pas aller en pèlerinage pour célébrer la grandeur de la France. Alors effectivement, il y a plusieurs sens dans la maison de vos pères, mais évidemment, ils veulent faire de la publicité, la preuve c'est que vous en parlez. Donc tout ça, c'est narcissique, c'est fétide, ça sent le moisi. Et ce qui est terrible, c'est que si vous lui demandez son salaire, eh bien moi je voudrais bien quand même qu'on supprime la grandeur de son salaire. Parce que si vous voulez, ce qui est terrible, il faut bien comprendre. Bon, l'escroquerie de base. Il y a une phrase de Louis XIV que j'invite à lire, c'est que Louis XIV a écrit ses mémoires. Et ça a un rapport avec Cahuzac et compagnie, et même avec Apathy, c'est qu'il disait « Il est rare qu'un serviteur ne veuille pas mettre la main dans la poche de son maître ». Donc, ceux qui sont vraiment mauvais, il faut les éliminer, là je pense à Apathy, mais les autres, quand quelqu'un est utile, il faut quand même le garder pour vous servir, mais il faut s'arranger pour enlever les inconvénients. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que je connais très très peu de gens désintéressés. Bon, les gilets jaunes, je pense qu'ils sont désintéressés parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Enfin, excusez-moi la plaisanterie. Bon. Mais au moins c'est quand même une qualité. Et je remarque quand même, j'avais écrit d'ailleurs dans la loi d'Archimède de la politique, c'est que la qualité en France est souvent au bas de l'échelle. C'est pas péjoratif quand je dis au bas de l'échelle. Mais qu'est-ce qui fait tourner le pays? Ce sont des gens honnêtes qui n'ont peut-être pas le choix. C'est-à-dire qu'effectivement, vous vous intéressez à votre travail, vous voyez la qualité, quand vous allez, vous voyez, même certaines administrations, des gens qui vous reçoivent. Mais plus vous montez, c'est la loi d'Archimède de la politique, plus c'est pourri, plus ça sent mauvais, si vous voulez. Bon. Et Apathy en est l'exemple. Comment se fait-il que ces gens soient payés à ce prix-là? Les députés ne devraient pas être payés plus cher que ce qu'ils gagnaient avant d'être députés. Donc le grand moteur, hélas, c'est le profit. Et je veux dire, le mensonge du système prétendument démocratique, c'est de penser qu'il suffit de mettre un bulletin dans l'urne pour qu'il y ait quelqu'un d'honnête à l'autre bout. Or, les gens, moi, quand j'étais, je me rappelle, quand j'ai commencé à travailler, il y avait 3 catégories. La première catégorie, qui a été la mienne, c'est que pour vivre, il faut gagner sa vie. Bon, donc j'ai eu un métier. La deuxième catégorie, c'est celui qui ne veut pas travailler, ça devient un voleur. Et celui qui est encore plus malin, il fait de la politique. C'est un métier, c'est un profil. Et comment vous prenez un certain Premier ministre? Bon, je peux parler de M. Valls. Comment se fait-il qu'il ait eu cette carrière? Ben, vous voyez qu'il est passé par certaines officines, il est passé par... il est passé... Donc, si vous voulez, quand vous voulez vraiment réussir, vous vous ameutez, ils sont légions, et ils s'ameutent, comme dans certains cafés, pour faire un mauvais coup. Bon, c'est ça. Vous pensez à la franc-maçonnerie, non? Moi, je ne pense à rien parce que je ne parle pas des choses dont on n'a pas le droit de parler. Bon. Oui, d'accord. Ah oui, parce que, bon, de toute façon, ça n'ajoute rien. Ça n'ajoute rien, c'est-à-dire que, si vous voulez, je vais vous dire une chose très importante. Il y a des gens qui sont spécialisés dans certains clubs, certains cercles, etc. Je vous dis, il faut oublier ces gens-là, qui existent. Il faut prendre le pouvoir. C'est tout. Et à ce moment-là, c'est comme quand vous dératisez, les rats partent. Bon, c'est-à-dire que quand vous avez un corps sain, c'est de l'écologie. Quand vous rendez plus sain le terrain, eh bien, la vermine barre, naturellement. Donc ce qu'il faut, c'est se purifier soi-même, j'allais dire. Il faut purifier son environnement, il faut retrouver les valeurs de vérité, et à ce moment-là, ces gens-là ne pourront plus mentir. Comment est-ce qu'ils sont au pouvoir? Par le mensonge. Ils vous promettent quelque chose, évidemment, c'est un mensonge. Donc l'idée, je pense, c'est qu'il faut
retrouver ce que Machiavel appelait la vertu. Il faut soi-même se purifier, c'est ce que font les gilets jaunes hier. Quand Je voulais en venir à ça. Donc en fait, finalement, tout le problème résume autour de la morale et de l'éthique. Exactement. Exactement. Et de la foi. Oui, mais oui. La Morale, spiritualité, éthique, la transcendance, on peut mettre n'importe quel mot. C'est le message de la cathédrale de Paris. Ce qui est quand même très intéressant, c'est que même les ennemis de la foi, même les ennemis de la France, ceux qui ne parlent que de la laïcité, et je rappelle la phrase de Bémis Malraux que je vous ai rappelée, ce régime n'a créé ni tombeau, ni monument. C'est-à-dire ce régime qu'on nous prétend merveilleux, que certains appellent république, mais qui n'est pas une république, bien entendu, ils n'ont rien créé, ce sont des prédateurs purs. Il n'y a aucune architecture. Vous prenez par exemple le Panthéon, qui est une pantalonnade en fait. Le Panthéon, c'est l'église Sainte-Geneviève, et ils mettent les grands hommes de la République, etc. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas capables de faire un monument? Parce que l'architecture, c'est l'art des arts. Et l'architecture a un message. Or eux, leur seul message, c'est prédateur, c'est le message du coucou, qui se met à la place des autres, qui promet la Lune, et en fait pour prendre la Lune lui-même, c'est tout. Bon. Excusez-moi, pour le Panthéon, c'était une église que Louis XVI avait fait construire, c'est ça la C'est base? Soufflot, oui, c'est l'église Sainte-Geneviève. Et la Révolution est arrivée, ça a été récupéré par la C'est République. pas récupéré, enfin on peut dire récupéré, mais si vous voulez, l'escroquerie, elle est fondamentale. Pourquoi est-ce qu'il y a le palais Bourbon? Pourquoi est-ce que la Chambre des députés est au palais Bourbon? Puisque je vous rappelle qu'il y a eu un serment de haine à la royauté. La Première République est basée sur la haine à la royauté. On pourrait même dire la haine de la France. Bon, vous prenez le vandalisme. Il y a un tiers de l'art français qui a été détruit par les guerres de protestantisme, un tiers par la Révolution, il reste un tiers. Et encore ce tiers, il émerveille. Comment expliquer qu'un peuple, tout à coup, devenant fou, détruit ses monuments? Parce que ce ne sont pas les Français. Vous avez un chiffre très intéressant qui est donné par la Harpe. La Harpe, c'est une référence. Académicien qui a contribué à la deuxième académie. Eh bien, il dit qu'il y avait 300 000 révolutionnaires. Vraiment, lui, ils étaient moins. C'est comme le vin. Il est plus ou moins fort. Bon, qui a pris les 26 millions de personnes. C'est ça, le problème, c'est pas la loi des grands nombres, c'est la loi des petits nombres. Et avec l'organisation qu'ils ont, vous le voyez actuellement en France, avec un tout petit nombre de gens, vous opprimez tout le monde. Donc la question, c'est qu'il faut qu'une élite reprenne le pouvoir contre cette imposture. Mais ce que disait Gandhi, que je vous invite à suivre, il disait il faut rendre l'injustice visible. Il faut montrer qu'ils sont des prédateurs. Il faut montrer il faut leur enlever ce masque de légitimité des prétendues élections. Et c'est pour ça qu'il y a un travail quand même à faire, parce que le pouvoir doit être pris par les élections présidentielles. Ce qui est intéressant, vous parliez de parti. Pour prendre le pouvoir, vous copiez Macron, vous faites du vrai Macron. Vous le suivez ce qu'il a dit. Comment est-ce qu'il a pris le pouvoir avec ses amis? Par un mouvement il faut donc, le grand problème en France, c'est qu'il faut trouver un futur président. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut un homme honnête. Et j'invite les Gilets jaunes à faire le portrait robot. Et la première chose, c'est l'honnêteté. Et le général de Gaulle, il est mort malheureusement depuis longtemps. Alors de Gaulle, encore un sujet. Bon. Mais, alors, je l'explique dans ma vidéo. Le choix du RIC ou la prise du pouvoir, le moment est historique. C'est que l'écart entre les dirigeants, je dirais pas les élites, entre eux et le peuple, il est récurrent. Prenez la presse moi je connais depuis 40 ans. Tous les sondages le disent, alors c'est quand même bizarre, dans un système représentatif, vous avez un écart noté par tout le monde, contesté par personne, entre les dirigeants et les dirigés. C'est ce qu'ils appellent représentatif. C'est contre-représentatif. Or, De Gaulle, puisque vous parlez de De Gaulle, il a voulu donner sa réponse, il se rendait bien compte. André Tardieu, lisez André Tardieu, Le souverain captif, et pourquoi j'en sors. Donc André Tardieu avait quitté son poste de président du Conseil pour être écrivain, pour dénoncer ce système. Donc c'est pas nouveau. Bon. Or, De Gaulle, voyant ce que les partis, quel est le but des partis? C'est de s'enrichir. Pourquoi ça? Merci Nicolas Hulot. Pourquoi est-ce que les partis politiques aimeraient la France? Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Pourquoi aimer son prochain? Il n'y a pas de raison. Ils font ça parce que ça leur est utile. Pas tous, mais la plupart. Donc c'est un système de corruption sui generis, comme on dirait. C'est un système de mensonge. Parce que quand vous allez commander quelqu'un et vous dites c'est vous qui êtes souverain, il faut se moquer du monde. Hein, c'est le gouvernement qui dit c'est vous qui dirigez. Bon, eh bien, De Gaulle avait trouvé comme solution de dire au fond les partis c'est pourri, il faut contourner les partis par l'élection présidentielle. Je suis d'accord, ça allait avec son genre de beauté. Bon, mais les présidentielles, c'est le RIC. Le vrai RIC, c'est les présidentielles. Vous ne pouvez pas, 60 millions de personnes ne peuvent pas diriger toutes seules. Parce que je rappelle, moi j'ai quand même, il faut des modèles.
il faut un modèle économique, il faut réfléchir. Vous demandez une chose, mais c'est une conséquence sur une autre. Donc il faut une intelligence politique. Je vous rappelle que Versailles, vous prenez Versailles. Versailles avait quand même déjà, du temps de Louis XIV, qui a fait la France, qui est partout, à Versailles et évidemment à Notre-Dame. Comment est-ce qu'il dirigeait la France? Vous visitez Versailles, vous avez sa chambre à coucher, à côté il y a un petit bureau. Et tous les ministères étaient autour de la place. Comment faisait-il pour diriger un pays alors que maintenant, avec tout ce monde-là, ils n'arrivent à rien? Donc il faut que tout soit dans une tête. Il faut qu'à un moment donné, tout soit... Donc il faut forcément un chef. Il n'y a pas d'armée sans chef. Mais De Gaulle avait dit, il faut que le peuple, là c'est le peuple, puisse choisir son chef. Or, la procédure de Gaulle a été détournée par les partis qui présentent leurs candidats. Donc moi je dis, les Gilets jaunes, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, il faut, alors c'est pas facile, c'est ça la démocratie directe, c'est que les Gilets jaunes doivent se trouver quelqu'un. Parce que s'ils ne sont pas capables de se trouver quelqu'un, eh bien c'est quelqu'un d'autre qui va leur être imposé. Et ils vont retomber sur le même système. Alors si les Gilets jaunes laissent venir un gouvernement d'iniquité pour dire, ah ben on veut quand même pouvoir contester ce qu'il fait, c'est mission impossible. Il vaut mieux avoir, je n'ai pas dit que c'est facile, il faut se trouver un président, il faut se trouver des élites autour. Je vous vois, on ne peut pas passer autrement. Vous prenez la cathédrale de Paris, il y avait une hiérarchie. Il y avait des gens qui faisaient les pierres. Vous ne pouvez pas éviter, et c'est tout le défi, mais ça existe. Mais le premier, moi si j'avais à faire l'affiche signalétique du portrait robot du prochain président, la première chose c'est l'honnêteté. C'est pas l'intelligence, c'est l'honnêteté qui est prouvée. Parce qu'actuellement, vous pouvez être président de la République, ça ne va jamais rien faire. Mais est-ce qu'on peut vraiment, dans ce système tel qu'il est, faire émerger cet homme providentiel? Eh bien oui, c'est vital. Si vous n'y arrivez pas, vous êtes foutu. Vous le voyez où? Dans la gendarmerie, dans l'armée? Non, je veux dire, écoutez, bon, je vais pas... Moi, je l'ai dit dans ce livre que je rappelle, je donne les conditions. J'invite ceux qui veulent réfléchir, je ne dis pas qu'ils soient d'accord, mais qu'ils comprennent, parce que tout le fil est là, si vous voulez. Bon, mais le problème qu'on a, c'est que vous avez un système qui a complètement asséché tous les talents. C'est-à-dire que les gens talentueux sont méprisés. Ils n'ont pas de poste. Ils sont écartés. Donc ils ignorent eux-mêmes qu'ils sont des élites. C'est tragique. Il y a Machiavel qui a dit une chose. Les gouvernements qui n'ont pas connu la liberté, finalement, ont enlevé au peuple l'envie même d'avoir une liberté. Les Français ne sont pas libres. Ils n'ont même pas l'idée de la liberté, puisque d'ailleurs, comme je vous le dis, ils ne pensent même pas prendre le pouvoir eux-mêmes à faire sécession partout. Sécession légalement, je précise, pour ceux qui nous écoutent, bien entendu. Bon, tout doit être légal. Bon, donc il faut... Ah oui, allez-y. Il faut... Et comment la France est-elle faite? Bon, quand vous prenez l'histoire de France, en littérature, l'armée, Turenne et compagnie, il y a des gens qui ont émergé. Vous prenez Louis XIV, c'est le meilleur exemple. Comment se fait-il qu'il y ait eu tant de talent autour de Louis XIV? Eh bien, Machiavel répond. On reconnaît la qualité d'un prince à son entourage. C'est-à-dire qu'il y avait l'ascenseur royal. Le mot royal est beau d'ailleurs, je rappelle, parce que les cigarettes, c'est des cigarettes royales, il n'y a pas de cigarettes républiques. Pourquoi? Chercher l'erreur. Bon, même si c'est pas interdit. Bon. Donc, la royauté, l'or, c'est la sacralisation de la qualité. Et dans l'ancienne France, lisez les biographies, tout le monde était obsédé de retrouver les talents. Pourquoi? Comme on l'a dit, parce que les évangiles disent, il y a l'évangile sur les talents. Les talents, il faut que les talents soient exprimés. Donc il faut rechercher les talents, mais dans tous les domaines, parce que qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'il y a des gilets jaunes qui cherchent actuellement des gens qui connaissent la finance. Il faut sélectionner de bons financiers honnêtes ou du moins compétents. Là, il faudra faire le choix. Il faut se poser la question. La méritocratie, finalement, on tourne autour Alors, de ça, la méritocratie, c'est un truc déjà un peu vérolé, parce que ça fait Polytechnique et compagnie. Mais, enfin, oui, sur l'idée. Il faut que le mérite, mais le mérite, bien entendu, il faut que le mérite soit reconnu, bien entendu. Mais ce n'est pas un système, c'est la nature. Il faut que les meilleurs ne soient pas écrasés comme ils sont. Hein, parce que c'est les fameux lanceurs d'alerte. Dès que quelqu'un dit quelque chose, vous voyez comment ça se passe. Ouais. Donc il faut qu'il y ait cet esprit d'émulation en disant nous avons un problème, comme quand vous recherchez un dentiste ou je ne sais pas qui, vous dites il faut rechercher un dentiste politique ou je ne sais pas quoi, mais un médecin. Qui va pouvoir nous tirer de là, si vous voulez? Et les maires sont un bon vivier. Il ne faut pas prendre forcément quelqu'un de très diplômé. Il faut quelqu'un qui arrive, et c'est tout l'enjeu, à se faire reconnaître par ses qualités et non pas par son bagou mensonger. Et ça, la France est faite comme ça. Donc l'éthique et la mort. Quand vous prenez Turenne, quand vous prenez Vauban par exemple, Vauban, comment est-ce qu'il est trouvé Vauban? Il y a eu le roi qui l'a... Mais il a eu une carrière. Je vous rappelle quand même, c'est désagréable à entendre, mais que les grands talents se font en plusieurs générations. Vous prenez en musique,
Vous prenez par exemple Mozart, vous prenez le nôtre qui a fait les jardins, c'était d'une famille de jardiniers. Bon, la qualité, c'est comme les fruits, ça se sélectionne, et donc il faut trouver, il faut chercher, il faut que les gens se disent, tiens, au fond, c'est comme ça que s'est faite la France, c'était pas marqué tout seul qu'il y avait un tel qui serait un bon écrivain. Donc, la question, c'est que les conditions d'émergence des talents ne sont pas remplies à cause des diplômes bidons, à cause des élections, à cause justement du système du président de la République qui nomme tout le monde. Bon, donc l'émergence des talents est interdite. Moi je l'avais écrit en mathématiques. Dès la seconde, les talents mathématiques sont interdits. La sélection par les maths, c'est sur le perroquet. On a supprimé la géométrie. Il faut voir que l'éducation nationale est un système de stérilisation des talents, de crétinisation. Pour réussir en classe, je suis passé quand même relativement en travers, il faut dire oui monsieur, oui chef. Jean-Pierre Brigelli, monsieur Brigelli, quand il écrit la crétinisation de l'école, il avait donc raison, quoi. On le voit. Bon, donc si vous voulez, c'est normal, il faut asservir. Pourquoi? Parce que la France était faite pour vivre d'une certaine manière. Et je vous dis, c'est quand même l'art de vivre. La douce France, c'est pas moi qui l'ai inventé. Bon. Et les anglo-saxons qui se sont battus avec la France, eh bien, ils ont asservi la France en leur donnant un logiciel piégé qu'ils ont appelé démocratie. Je rappelle que la démocratie, comme même en France, qui extermine tout le monde, le vandalisme, la terreur, etc. Et tout le monde dit que c'est merveilleux. Non, c'était une abomination des droits de l'homme. Ils n'ont jamais fonctionné. C'est un artifice pour tromper les gens, et une fois qu'ils sont pris, crac, on les tue. Alors quel serait le meilleur système pour la France? Justement, par rapport à ça, alors déjà, nous dans le 91, il y a une commune qui s'appelle Les Molières, qui via son maire et ses conseillers municipaux ont voté une constitution locale. Bon, pourquoi de manière morale, plus que légale évidemment. Par rapport à ça, donc par rapport à la question... Quelle est la ville? Les Molières, ça s'appelle, dans le 91. Nous, on doit les rencontrer bientôt. Je crois, Les Molières. Nord-Ouest Voilà. 91. Et alors, par rapport au système possible, donc on appelle République, qui est un système qui n'en est pas une. On appelle démocratie une non-démocratie. Donc, à travers ça, donc qu'est-ce que vous pensez, vous, des travaux d'Étienne Chouard? Plus, alors, sur deux questions précises principales, faites générales, mais déjà l'opposition, parce que vous savez qu'avant 1789, on attribuait l'élection à l'aristocratie, le tirage au sort à la démocratie. C'est Montesquieu, par exemple, qui dit ça parmi d'autres. Et que cette notion-là a été effacée justement de l'intelligence publique. Et donc cette première question, plus la Constitution. Qui doit craindre la Constitution? Donc normalement ce seraient les élus. Donc qui doit écrire la Constitution au sens papier du terme? Parce que j'ai bien compris tout à l'heure ce que vous expliquez quand vous disiez que la Constitution c'est le fruit d'un temps, le fruit de racines, etc. Donc voilà, d'une manière générale. Alors moi je vous invite d'abord une chose, c'est que vous repencher, quand quelqu'un est quelque part, à se repencher sur ce qu'il y avait avant lui. Les Molières, je ne connais pas les Molières, mais il faut d'abord savoir quel était le nom du pays. Je vous rappelle qu'il y avait les cités, la cité comprenait l'environnement. C'est-à-dire que les Molières font partie d'un tout organique. Je ne sais pas quel est le pays, vous savez, avant on disait c'est un gars du pays. C'est-à-dire que dans un pays, vous aviez des pommes, des aliments, une manière de faire, etc. Donc ce sont un système qui vivait d'une certaine manière. Je ne dis pas que c'est encore possible, mais ça vivait d'une telle... Et puis qui était en relation avec les autres. Et comment est-ce que politiquement ça se passait? Qui regarde comment ça s'était passé? Les élections ont toujours existé, notamment le clergé élysée. Bon, il y avait l'élection des députés de la noblesse, etc. Donc, c'est pas la Révolution qui a inventé les élections. L'ancienne France connaissait... Elle a inventé le suffrage universel. C'est dans ce sens-là qu'on entend système électif. Voilà, et universel à 15%. Bon. Oui, non, bien sûr. Bon, voilà, on se fout du monde. Non, voilà. Donc justement, c'est le mot. Ah, c'est universel, il faut s'habiller. Donc tout ça, c'est un mensonge de mensonge de mensonge. Les Français n'ont pas lu Macron, 15%. Au plus, on lit. Mais si on dit 15%, ça ne marche pas. La magie ne marche pas. Donc, on fait un amalgame. C'est le fameux amalgame. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut, et c'est la bonne voie pour les Molières, il faut regarder comment le pays a été fait. Donc, connaître l'histoire. Voir ce qui peut être utile ou non. Réarmer l'intelligence. Bon, réarmer l'intelligence et réarmer le patrimoine. Vous voyez, réarmer le patrimoine. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes aux Molières. Quelle est l'activité des Molières? Ou je sais pas, c'est rural, c'est pas rural Sincèrement, on ne connaît pas bien. On doit les rural, rencontrer alors, incessamment voyez, sous peu. C'est urbain, on va dire. C'est-à-dire que c'est du rural, pas très loin. Parce que, si vous voulez, la question... C'est une petite commune. C'est qu'au fond, il faut un cadre. Platon en parle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait l'unité? En principe, ce qui fait l'unité, c'est l'ADN d'un lieu.
Et les pièces rapportées, comme on dit dans les familles, elles doivent, je veux dire, s'adapter. Les villages autrefois étaient faits, quand il y avait une maison, il y avait une nouvelle maison qui se mettait en harmonie. Donc en fait, il y a un cœur de métier, il y a un cœur d'histoire, il y a un cœur qui palpite, et c'est comme Notre-Dame, tout le monde accepte. Moi je connais un Italien qui m'a dit, quand mon père il a très bien réussi, il m'a dit, quand je suis arrivé en France, notre père a dit, maintenant vous êtes français. Et donc il est devenu le meilleur en français. Donc, ou alors vous vous dites, c'est le communautarisme, il y a un village, mais il y a ci, il y a ça, etc. Donc l'idée pour la Constitution elle est écrite dans l'histoire. L'histoire des Molières, c'est la Constitution. Alors on peut écrire des choses, mais moi ce que j'inviterais, moi je veux bien les voir, c'est Molière, il faut voir quels sont les problèmes, mais il faut qu'ils reprennent le pouvoir, il faut qu'ils se réapproprient, voir, faire un état des lieux, comme je peux dire, et il y a deux choses, il y a le matériel et le moral. Et en fait, ce qui est extraordinaire, autrefois il y avait la noblesse de cloche, notamment, c'est que les villes avaient une personnalité. Les Molières ont une personnalité, ont un visage, ont quelque chose. Bon, alors je ne sais pas comment c'est fait, si vous voulez, et c'est ça qu'il faut retrouver, c'est quand on s'approchait du village, le cœur palpitait. Et puis on voyait le clocher, si je peux dire. Et le clocher, c'est comme la poule avec ses poussins. Donc c'est tout ça qu'il faut. Il y a une alimentation, mais c'est ce qu'ont retrouvé les Gilets jaunes, qu'est-ce qui nous unit? C'est ça, il faut se poser la première question, qu'est-ce que nous faisons ensemble? Si c'est uniquement être habités les uns à côté des autres, chacun regarde sa télé, c'est pas ça. Il faut retrouver, excusez-moi de vous le dire, les coutumes, les traditions, enfin c'est qui fait palpiter, sinon on ne palpite plus. Vous voyez, donc je vous donne l'idée, c'est la méthode, regardez ce qu'il y avait avant, parce que nous avons l'ADN. Je vous connais une histoire par exemple qui est très frappante. Il y avait un homme qui pendant la dernière guerre, qui était une crapule, n'est-ce pas? C'était pas apathie, c'était autre chose. Bon, et c'est tragique de voir ces petites phrases, c'est incroyable, surtout quand on connaît la vie d'Apathie. Enfin, peu importe. Vous pouvez balancer. Bon, hein. Non mais c'est tragique que... enfin bon, c'est pas le sujet. Mais c'était une crapule, il était connu, c'est un homme tout à fait abominable, et il a fait un acte héroïque pendant la guerre. Et alors, ses voisins lui ont dit, mais comment expliquer que quelqu'un comme vous était héroïque? Vous savez ce qu'il a répondu? C'est mon grand-père qui agit en moi. Or, la cathédrale de Paris, c'est ça. La cathédrale de Paris, c'est que, ce qui fait que ça palpite, c'est qu'en beaucoup de personnes, eh bien, c'est cet ADN remontant au fond des âges qui palpite. Et même les pires ennemis de l'Église, les autres, tout à coup, si ça disparaissait, c'est ce qui a été dit plus ou moins habilement, c'est une partie de nous-mêmes qui disparaît. Donc ce qui est important dans les Molières, si vous voulez, c'est de se dire, au fond, quelle est la partie que nous avons ensemble qui vient du fond des âges. Bon, c'est ça la partie importante. Et autrefois, il y avait le culte des ancêtres. Bon, il y a un écrivain célèbre qui a dit, qu'est-ce que l'identité? Ben, c'est là où sont enterrés les ancêtres, ce sont les valeurs que nous partageons, l'histoire. Et il y a cette idée, par exemple, il y a une chose dramatique actuellement, c'est l'incinération, c'est le mépris. Vous avez quelqu'un, vous l'embrassez, je t'aime, etc., puis après on met ça au fourneau. Enfin, c'est effroyable, c'est une violence. Le feu qui détruit le corps, et là on retombe sur la question religieuse, c'est tout à fait... Et là, je vous rappelle que dans la flèche, il y avait des reliques. Oui. Les reliques ont un pouvoir. Un pouvoir. Bon, donc détruire les reliques de ses ancêtres, c'est se détruire soi-même. Oui, donc il y a toute cette... Donc il faut, en fait, nous avons un modèle français, il faut le connaître, mais pas que français, puisque je vous rappelle que le mot français, c'était un empire, donc il y a des pays différents, qui ont une manière de penser, de vivre différente, ils ne le savent pas eux-mêmes, comme les élites, ils ne savent pas qui ils sont, il faut redécouvrir qui on est, et puis il faut avoir des économies adaptées à ce qu'on est. Je vous donne un exemple, il y a des gens qui savent, il y a des gens qui ont besoin d'apprendre. Mais il faut trouver les liaisons. Il faut arrêter de passer par le modèle financier. La solidarité, c'est possible, pourquoi ne pas faire les choses par sympathie? Vous voyez, il faut tout passer par la financiarisation avec les impôts, etc., etc. Donc tout est à réinventer, c'est là que le modèle communautaire, au bon sens du terme, la communauté est à retrouver. Les communes libres, il faut recréer des communes libres, il faut faire sécession, en tout cas mentalement, mais quitte à faire roi. C'est-à-dire, quitte à faire roi, de quel droit nous commande-t-il? Le 80 à l'heure est quand même fantastique, quand on réfléchit. Mais c'est quand même fantastique, il y a un turlupin ou quelques turlupins qui décident. Et tout ça au nom des droits de l'homme? Mais c'est à se tordre de rire. De quel droit est-ce qu'il commande? De quel droit? Et le numérique, c'est affreux. Maintenant, quelqu'un vous rentre dans la tête, décide, voilà. Donc il faut retrouver la liberté. Et l'ennemi, c'est le numérique.
Et la sacralisation de le numérique, c'est la finance. La finance, c'est le numérique fait roi. Et donc j'ai écrit un livre sur la perversion mathématique. Il faut retrouver la qualité des choses et arrêter d'être quantitatif. C'est le modèle anglo-saxon, le quantitatif. Voilà, donc il faut vraiment, et c'est le côté merveilleux et magique, tout est à réinventer, mais tout a été dit, c'est-à-dire qu'il faut retrouver, en l'adaptant, à partir du patrimoine. Cette unanimité qu'il y a sur le patrimoine traduit bien la chose. C'est-à-dire que nous sentons qu'il y a une sorte de paradis perdu, et il faut retrouver, aujourd'hui, bien entendu, le moyen de ressusciter ce paradis. Dans les relations, je vous dis, le pire, moi j'ai connu quand j'étais étudiant, entre les relations entre les garçons et les filles à l'époque, les filles étaient sur un podium, c'était sacré, etc. L'autre jour, j'ai vu un harcèlement à la sortie d'une bouche de métro à Mont-Saint-Michel, c'est effrayant. Mais c'est effrayant. Il y a une idéologie, mais c'est dans tous les sens. Parce que le harcèlement féministe, ça suffit aussi. Parce qu'un homme, tous les 3 jours, une femme est tuée par son compagnon, et puis... bon, mais c'est affolant, cette propagande. Parce que l'homme, naturellement, doit protéger la femme, c'est la Constitution. Mais le système homme-femme, je ne vais pas vous en parler, ça sera un petit peu long, mais c'est une subtilité extraordinaire. Parce que vous regardez les animaux, bon, comment ça se passe? C'est très intéressant. Mais la femme n'a pas le... Parce qu'on peut voir les choses de plusieurs manières. Parce que la femme qui reste à la maison, c'est merveilleux, c'est l'homme qui va chercher, et c'est elle qui rencontre les copines, qui fait chose. Bon, alors effectivement, si la femme est seule, ça ne marche pas. Mais avant, il y avait les communautés. Quand vous prenez, puisque les paysans étaient les plus nombreux, à la ferme, ils étaient nombreux. Vous la voir, elles allaient laver le linge. Voilà, Sophie Tissier c'est va le système apprécier médiatique. les C'est le propos. système médiatique. Donc on vous a. Il y a une propagande, c'est-à-dire que la propagande de l'école nationale, c'est avant la Révolution, c'était le goulag, et maintenant c'est le paradis. Et grâce aux Gilets jaunes, nous savons maintenant que c'est l'inverse, pour faire un raccourci. Merci citoyen. Merci. Alors citoyen, ça serait un mot au sens grec, c'est-à-dire que la cité comprend l'environnement. Parce que les Gilets jaunes sont plus que citoyens, ils sont ruraux. Et le problème, les mots sont terribles, les mots. C'est-à-dire qu'il y a la ville et la cité. Bon, et dans la division d'un livre, parce que l'important, et je dirais que ça sera le mot de la fin, c'est que comment faire corps? Faire corps politique, c'est le problème d'une constitution. On peut en parler. Bon. Je ne dis pas qu'il faut rien faire, il y a des écrits. Ce qu'il faut, c'est commencer par une proclamation. Il faut d'abord se fixer l'objectif. L'objectif, je vous dis, ça ne peut être que la prise du pouvoir. Si vous ne prenez pas les pouvoirs, c'est fini. Enfin, pouvoir, le mouvement, je n'ai pas dit, bon, physiquement, c'est fini, le système continue. De toute façon, il est voué à la mort, en tout cas, il nous entraîne à la mort, c'est l'esclavage. Bon. Donc, premièrement, se fixer. Alors, une fois qu'on s'est fixé un but, ça commence à structurer. Après, il faut un plan. Alors, dans le plan, on en a parlé, on l'a ébauché, mais il y a quand même une doctrine. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je veux prendre le pouvoir? Quelle est ma légitimité? Et il faut bien montrer que la légitimité est du côté du mouvement des Gilets jaunes et non pas du pouvoir qui opprime. Bon. Alors il faut un peu quitter la naïveté, le peuple, bon, c'est un mot, etc. Mais il faut voir ce qui est derrière. Le peuple est souverain dans sa constitution en tant que, on peut dire nation, autre chose, mais dans une constitution. Parce qu'il est évident qu'en dépit d'Internet, et grâce à Internet, les Gilets jaunes ont pu exister, bon, c'est pas possible de décider indépendamment de tout comme ça. Bon. Alors après, vous pouvez dire, on révoque. Mais plutôt que de révoquer, il vaut mieux nommer. Donc il faut son président. Alors vous m'avez posé la bonne question, comment le trouver? Ben, il faut chercher, il faut réfléchir. Il faut que les gens appellent la candidature. Un Hugo Chavez français? Bon, alors là on peut voir, mais il faut quelqu'un... Je vous dis, quel est le roi? Il y avait Ardisson qui avait dit une chose intéressante sur le roi. Parce que la figure du roi, il faut réfléchir à la figure du roi. Je vous dis que Macron a voulu prendre la figure du roi, mais les Gilets jaunes doivent prendre la figure du roi. Il faut réfléchir. Mais réfléchir, ça veut dire ne pas faire du copier-coller. Parce qu'il faut forcément qu'il y ait quelqu'un... Il faut qu'il y ait quelque chose qui décide. Et moi, je préfère quelqu'un de visible que quelqu'un d'anonyme. Et vous le voyez quand vous passez devant les tribunaux. Il n'y a jamais personne en face. Ils sont là, ils se grattent. Donc il faut quelqu'un. Et le roi, je vous rappelle quand même, c'est un bon modèle, il recevait 2 jours par semaine le moindre de ses sujets. Et il fallait être armé en plus. Vous voyez, je cherchais l'erreur. Il fallait être armé, il fallait une épée. Bon. Donc il faut des personnes. Il faut personnaliser le pouvoir à tous les échelons. Le maire, il est personnel, je vous remarquez. On voit quelqu'un, on le regarde dans les yeux, et on peut lui poser une question. Le véritable pouvoir, c'est ça. Si c'est une formule anonyme, ce n'est pas possible. Bon. Donc, et il faut une méthode. Excusez-moi, mais quid de la corruption? Parce que s'il y a Le quelqu'un... pouvoir corrompt. Oui, mais je veux dire, c'est pour ça que j'insiste.
j'insiste sur la phrase, mais je dis, c'est le début d'une réflexion. Moi, je ne cherche pas, évidemment, à vous donner un modèle. Mais il faut réfléchir pour se dire, ça marchait, ça ne marchait pas. Le pouvoir a toujours été un problème. La corruption a toujours été un problème. Je vous rappelle que Louis XIV a envoyé les Journées d'Auvergne, dans laquelle il a fait rendre gorge à tous les petits baronnets ou autres. Il y a un problème. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a des présidents de la République? Bon, l'idée, c'est d'élire un roi tous les 5 ans. Et vous voyez ce que ça donne. Alors, quand vous comparez d'ailleurs le roi, il faut comparer les régimes. J'invite à réfléchir. Je ne suis pas en train de vous donner la. Mais de toute façon, on ne peut pas empêcher qu'il y ait quelqu'un qui décide. Mais c'est où quelqu'un anonyme, et vous avez parlé de certaines sociétés qu'on ne voit pas, ça se fait ou dans le secret, On parlait des francs-maçons. ou visiblement. Et le problème, c'est qu'actuellement, c'est ce que disait André Tardieu, il n'y a jamais personne en face. J'ai écrit à l'Élysée pour demander que le français soit la langue commune de l'Europe. C'est une évidence. Qu'est-ce qu'on vous répond au bout du fil? Ah ben c'est à l'étude. Voilà. Donc les gens qui ont de vrais problèmes voient qu'il faut aller voir le maire, il faut aller voir quelqu'un, peut-être le député dans certains cas. Mais le système, il n'y a personne dans l'avion. Il n'y a personne, il se cache derrière des formules, des choses, etc. Et la Cour des comptes ne marche pas pour cette raison, bon, parce qu'il n'y a personne. Vous prenez la justice, c'est un énorme problème actuellement, bon, et ils font des lois qui sont truquées, hein, bon, et pour de telle sorte que le dindon de la farce croit que c'est la justice, et il se retrouve, comme disait d'ailleurs déjà à l'époque La Fontaine. Donc j'invite à une réflexion, il faut faire table rase de tout le système politique, il faut faire table rase de tous les droits de l'homme, et c'est plutôt les droits de l'homme, si j'allais dire autre chose, mais les droits de l'homme, c'était les évangiles, si je peux dire, excusez-moi, je parle pour une chose pour vous, c'est-à-dire qu'en fait, le monde, comment se fait-il que la France ait existé et fait quand même ce pays merveilleux, où il y a eu des drames, bien entendu, jusqu'à la Révolution, et que depuis on fait des constitutions, rien ne marche. Mais ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Il faut le chercher, ce problème. Et ce problème, je vous le dis, c'est le langage menteur. C'est-à-dire que c'est un langage qui vous promet la lune et qui vous conduit en enfer. Donc il faut restaurer la vérité. Et c'est pour ça qu'il faut restaurer, si vous voulez, la charte de Munich, c'est capital. Il faut remettre la vérité au premier plan et il faut pénaliser le mensonge public. Et là, je peux vous garantir que pour la corruption, moi j'étais audit personnellement, je peux vous garantir que de bons audits, et la révolution c'était les Missi Dominici, vous avez une bonne police, et il faut qu'elle soit honnête aussi, c'est-à-dire que ça se mord la queue, c'est-à-dire que, bon, mais si vous avez une bonne police, honnête, peut-être, eh bien je peux vous garantir que la corruption disparaîtra. Et c'est ce que faisait le roi, je suis désolé, vous aviez des financiers qui étaient, vous prenez Fouquet, ça s'est mal passé pour lui, c'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un décide. Or la justice, quel est le problème? C'est qu'il n'y a pas de patron. Je vous rappelle que le roi, excusez-moi, c'est quand même le modèle qu'a pris Macron, donc j'ai le droit d'en parler, le roi était la source de la justice. Et les tribunaux n'étaient que la justice déléguée. Donc il faut se reposer ces bonnes questions. On vous a dit, la personne, c'est affreux, c'est le culte de la personnalité, mais moi je préfère une personne à un anonymat, à des sociétés qui s'arrangent entre elles et qu'on ne voit pas. Et c'est ce qui se passe actuellement. Peu importe telle ou telle société, vous le voyez dans la justice. Quand vous avez un intérêt d'un côté et quelqu'un qui a la décision, il trouve le moyen de s'arranger. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Merci Nicolas Hulot pour la 3e fois. Il a montré qu'il y a une théorie qui ne fonctionne pas. Parce que la réalité, ce sont des hommes. Ce sont des hommes qui se connaissent, qui mangent ensemble, et la véritable politique ne se fait pas à la Chambre, c'est de la blague. Quand vous regardez comment fonctionne la Chambre avec les réunions, rien. Donc il y a forcément un pouvoir. Le choix est simple, c'est ou un pouvoir visible, ou un pouvoir invisible, ou un pouvoir français, ou un pouvoir étranger, ou un pouvoir honnête, ou un pouvoir corrompu. La France est sous domination de puissances étrangères, on est d'accord. Voilà. Donc vous l'avez, et la Révolution, c'est le moment. Vous prenez le pauvre Louis XVI. Bon, ben, il n'était pas méchant. Hein, ben, il a supprimé sa garde, il a supprimé les mousquetaires, et quand il a tout supprimé, on lui coupait la tête. Et ceux qui l'ont remplacé n'étaient pas plus gentils que lui. Et on dit que la France mangeait mal avant, mais après, comment est-ce qu'elle a mangé? Donc, je ne dis pas qu'il faut copier. Je dis qu'il faut réinventer, mais on ne peut réinventer qu'en sachant ce qu'il y avait avant et qui a marché. Et ce que vous pouvez faire tout de suite, c'est le pouvoir local. Parce que dans le pouvoir, la commune, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un pouvoir personnel, d'ailleurs qu'on le voit. On peut même... Bon, vous voyez ce que je veux dire. Et lui, il est sous le contrôle des autres.
Et le meilleur pouvoir actuellement, c'est un pouvoir personnel, visible et local. Et donc il faut reconstruire à partir des maires, ça c'est possible. La deuxième chose, donc il faut une proclamation. Bon, c'est bien ce que vous avez montré, mais il faut bien réfléchir à une proclamation. Pourquoi les Gilets jaunes doivent prendre le mouvement des Gilets jaunes? Et l'appel aux élites, les vraies élites. Les élites économiques, les élites... Parce que je vous dis, les élites sont méprisées. L'élite contre l'oligarchie. Oui, L'élite soucieuse du bien commun. Oui, si vous voulez, les élections... Alors, l'intérêt de l'élection présidentielle, c'est facile de faire aussi bien que Macron. C'est facile de faire aussi bien que lui. Il faut avoir plus de 15%. Vous avez déjà 80%. 75. Mais ce qu'il faut, c'est bien définir le portrait robot du président, le discuter, et je crois que vous en ferez l'unanimité. Il faut un profil de quelqu'un d'honnête, de quelqu'un bon, et qui sera accepté. Et pourquoi pas quelque chose de collégial? Conseil des sages, quelque chose comme ça. Parce que les sages, je vais vous dire, il n'y a rien de plus corrompu que les sages. Citez-moi un conseil des sages. Moi, je vois dans les tribunaux, quand vous voulez faire mentir un tribunal, j'ai des exemples, parce que moi, je suis passé devant les tribunaux, notamment les prud'hommes. Parce que les prud'hommes, vous avez parlé de 7e, mais derrière les prud'hommes, il y a aussi les patronats. Parce que qui finance? La clé, c'est qui finance? Où est l'intérêt? Alors on vous dit maintenant, dire que celui qui l'a fait, c'est celui lequel ça profite, c'est complotiste. Tu parles, ça date des Romains. La clé, c'est le profit. Alors il faut l'utiliser au bon sens. Donc quand j'ai un exemple très précis d'un grand procès extrêmement important, eh bien vous avez la partie adverse qui a dit « Ah non, je veux pas un seul juge, je veux un juge collégial. » Parce que le juge collégial, ça masque la responsabilité. C'est comme le peloton d'exécution. Pourquoi est-ce qu'il y en a 12? Parce que si vous êtes seul, on en appuie moins facilement sur la gâchette. Bon, donc moi je suis opposé, je ne dis pas qu'il ne faut pas un conseil de sages, mais le conseil de sages, c'est pas lui qui va prendre la responsabilité, il faut un décideur. Oui, mais un décideur issu du conseil des sages. En fait, peut-être, est-ce que l'idée, il faudrait parvenir à Platon ou Al-Farabi qui, eux, montraient que... Là, vous sortez. Bon, moi, je dis qu'il faut réinventer soi-même. Je ne dis pas qu'il ne faut pas connaître Platon. Mais il faut retourner dans le passé. Je vous dis que simplement, et ça se voit. Je vous dis qu'on voit, quand vous êtes dans une communauté, vous savez très bien où sont les escrocs. Ceci dit, le plus grand nombre n'a pas les moyens. Donc il faut donner, effectivement, c'est là que la démocratie, au vrai sens, regardez comment. Si vous voulez, autrefois, vous prenez. Comment est-ce que Louis XVI s'est fait guillotiner? L'ancienne France était basée sur des corps. Parce qu'on parle des corps intermédiaires, c'est du bidon. Les syndicats ne sont pas les corps intermédiaires. Les corps intermédiaires, c'était les corporations. Les syndicats, c'est par tranche. Les riches, les pas riches, etc. C'est pas ça. Il faut penser en termes de corps. Le problème, c'est qu'un pays, c'est un corps. Une ville, c'est un corps. Donc il y a un corps, il y a des membres, il y a une tête. C'est comme ça que pensaient en tout cas les Platon et compagnie. Bon, c'est un corps. Bon. Et il faut retrouver, faire corps. Mais faire corps, c'est pas l'oppression. Bon, c'est l'ensemble des personnes. Donc il faut retrouver il faut recommencer à montrer le modèle. Et quand vous avez... vous pouvez le prendre dès qu'il y a une dilution, parce que qu'est-ce qui se passe? Vous avez un député. Pourquoi est-ce que les députés sont très sensibles? Moi, personnellement, un banquier m'avait dit qu'il achetait toute la classe politique polonaise, il voulait que je fasse l'éducation de son fils d'ailleurs. Il m'a dit, c'est pas cher. C'est un centre de rentabilité. Ça coûte très peu cher d'acheter. C'est pas cher. Alors, le député, vous vous rendez compte, un député à 577e, il n'a aucun pouvoir. Si quelqu'un l'approche en disant, il est très sensible. Si vous voulez, quand vous êtes, c'est comme la peine de mort. Si vous êtes, c'est vous qui décidez. Et là, vous décidez en conscience, et vous savez que ce que vous faites pourra vous être reproché. Quand vous êtes plusieurs, c'est les autres, j'ai pas pu, etc. C'est ce qu'on fait, c'est toujours les autres. Donc je vous dis, il faut voir quelle est la part du collectif, et quelle est la part... Prenez les entreprises. Les entreprises. Vous connaissez une seule entreprise qui marche sur un mode communautaire? Aucune. Même les conseils, moi j'étais PDG. Un conseil d'administration, il est dirigé par un patron qui peut être Donc, comment se fait-il que la police, l'armée, l'industrie, la finance, la médecine fonctionnent sur un mode personnel, je dirais monarchique, mais j'aime pas le mot, et comment se fait-il qu'il n'y ait qu'un système qui marche soi-disant démocratiquement? Parce que c'est pour cacher le véritable pouvoir. Et d'ailleurs, ça ne marche pas. Tout ce qui marche, il y a un patron. Il y a un patron, il y a un fondateur, qui, lui, est responsable. Parce que ce qui manque actuellement, c'est l'irresponsabilité. Il n'y en a jamais un qui se retrouve au trou. Vous avez même, en termes démocratiques, vous avez la Cour de la République. C'est-à-dire qu'eux, ils se protègent. Ils ont une justice spéciale. Et personne ne leur reproche. On se fout du monde. C'est comme on dit dans le Midi, c'est une foutaise. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'un peuple intelligent comme le peuple français ait accepté
si vous voulez, cette galéjade, cette foutaise, si longtemps. Et bien maintenant, grâce aux Gilets jaunes, je pense qu'il faut en finir, et il faut parler vrai. Et parler vrai, c'est penser vrai et avoir une langue vraie. Donc, en résumant, C'est bien. 1. Réarmer l'intelligence. Faire sécession au niveau local, sécession d'une certaine manière, légale, comme on a dit. Ouais. 3e, viser la récupération du pouvoir en 2022 par les urnes. Et se couper du cordon ombilical du pouvoir en disant il y a le chef. Oui. Parce que vous voyez, les gens sont monarchiques au mauvais sens dans leur tête. Il faut que le chef le dise, il faut demander à Macron, etc. Il faut prendre le pouvoir. Il y a un beau mot anglo-saxon, je vous rappelle que j'ai une formation anglo-saxonne aussi, c'est l'empowerment. C'est la prise du pouvoir. Il faut prendre le pouvoir partout où c'est possible, en toute légalité, je le précise, ça pourrait m'être reproché. Il faut se dire, je prends le pouvoir, je m'installe, et il faut pousser. C'est ce que j'avais dit sur la méthode Foch, il faut pousser sur tout le front, alors que les Allemands voulaient faire une percée. Il faut pousser partout, et les Gilets jaunes sont partout. Ils peuvent pousser partout, il faut aider les bons maires. Comment ça va se passer pour les mairies? Si vous voulez qu'il y ait une majorité de maires Gilets jaunes, parce que ça c'est le marchepied pour après, eh bien il faut aider. Ils sont désespérés, il paraît qu'il y en a 50% qui veulent plus se représenter. Il faut les aider. Il ne s'agit pas de prendre le pouvoir en disant tu te pousses là. Il y a les bons maires, il faut aider les bons maires, il faut en élire, et il faut, si vous voulez, viser une autonomie légitime. C'est-à-dire qu'il faut s'organiser par soi-même. Il faut, je vous dis, moi j'ai la méthode, c'est la méthode des cercles de qualité qui est bien connue, c'est on se réunit. C'est la commune libre. Regardez ce qui s'est passé en France. Il y avait des communes libres en France. Il y avait des quasi-républiques. Vous avez la Constitution de Provence. Mais comment se fait-il qu'il y ait une telle réussite? Parce qu'ils pensaient local. Ils pensaient local, ils s'entraidaient, et l'ancienne France était hétérogène au bon sens du terme. Louis XVI, j'ai commencé à vous le dire, l'idée c'est de penser en termes de corps. Il disait au fond, dans le pays, il y a le clergé. Alors le clergé, les gens pensent religion. Mais non, le clergé, c'était pas la religion, c'était l'enseignement, c'était aussi la santé. Hein, et dont je vous rappelle que les anti-religieux comme Clémenceau comme les autres, ils ont choisi des religieuses pour se faire soigner, parce que là, on avait une honnêteté, a priori. Bon, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va vous soigner. Donc le clergé, c'était le social, si vous voulez. Il y avait la noblesse, effectivement, c'était l'armature historique, mais qui avait des responsabilités, comme vous le disiez. Et puis, il y avait le tiers-état. C'était, évidemment, hélas, ça a été phagocyté par les avocats. Quand vous regardez le tiers-état, c'est une bande d'avocats, évidemment, qui connaissaient le droit pour voler les gens. Donc c'est ça, le tiers-état. Et puis, on oubliait le quart-état. Là, Louis XVI était quand même complètement aveugle. Le quart-état, c'était la paysannerie. Et la paysannerie, elle a disparu. C'est-à-dire que le système actuel, il faudrait faire un plan sec pour sauver la paysannerie. Et on a prévu un numéro vert pour la police, il faudrait un numéro vert, c'est le cas de le dire, pour les paysans. J'allais dire qu'il faut les baguer, il faut les sauver, il faut sauver, parce qu'il n'y a pas de pays sans paysans. La vérité du pays, c'est le paysan, c'est pas l'urbain. Je suis désolé, c'est le paysan. Il faut repeupler les campagnes au bon sens du terme, et il faut sauver parce qu'ils sont porteurs de tout un savoir-faire, je ne vais pas vous dire, de toute une culture. C'est vraiment la France. Et c'est là que les Gilets jaunes, je pense, représentent effectivement, j'aime pas trop le mot la ruralité, on veut la campagne, les provinces, ils représentent le pays. C'est ça qu'il faut faire. Le pays réel. Alors, c'est ce qu'avait dit Griveaux, qui ne connaît rien évidemment, qui est parti évidemment, il court encore, qui avait attribué à Marc Bloch, mais effectivement, j'aime pas trop, enfin, l'idée est claire, mais je dirais le vrai pays. Enfin, on peut dire le pays réel, parce qu'après il y a le pays légal, le pays réel. En tout cas, il faut, comme le disait Griveaux, suivons-le pour une fois, il faut que le pays légal rejoigne le pays réel. J'avais un dernier petit truc, c'est Macron demain démissionne. C'est Gérard Larcher, président du Sénat, qui assure l'intérim en attendant de nouvelles élections. Est-ce qu'on pourrait imposer à Gérard Larcher, nous c'était un peu notre plan de départ, imposer un gouvernement de transition par plébiscite citoyen qui lui organise une constituante au niveau national et réécrire les règles du pouvoir? Ou est-ce que vous pensez qu'on devrait laisser Gérard Larcher organiser les élections et prendre le pouvoir à la façon dont vous voulez? Et d'ailleurs, j'ai une petite question annexe, c'est est-ce que vous seriez candidat pour les élections de 2022? On me l'a déjà dit. Ah. Moi, c'est pas à moi de décider, mais moi je sais comment faire. La question, je sais comment faire, moi je dirais. Bon, c'est pas très compliqué le pouvoir. Bon, il y a un certain savoir-faire, mais le plus important, c'est d'être arbitre. C'est ce que disait Ardisson.
le roi était l'arbitre. Bon, puisque vous évoquez cette utopie, la grande erreur des candidats à la présidence de la République, c'est qu'ils essaient de rentrer dans les dossiers. Il n'y a pas rentré dans les dossiers. Le rôle de Louis XIV, c'est ce qu'il faisait, il prenait celui qui était compétent. Donc il faut le jugement, il faut cette science politique du juge qui juge le bon. Mais, pour cerner ce que vous dites. Bon, d'abord, je voudrais dire quand même que la magie des Gilets jaunes, effectivement, pour gagner, il faut que vous compreniez ce que c'est que la magie politique. Il faut démagnétiser Macron. Ça, c'est la première chose. Vous avez même imposé à Macron son calendrier, parce qu'on disait qu'il était le maître. C'est-à-dire que vous lui imposez son acte 2. D'ailleurs, inconsciemment, au sein des Gilets jaunes, nous on l'avait remarqué, mais les Gilets jaunes n'en ont pas profité de pouvoir imposer justement ce calendrier, et même dans les médias, ils ont imposé des sujets aux médias, ce qui pouvait pas être le cas avant. Il faut savoir qu'il faut que vous soyez le principe, vous êtes le principe directeur. Macron fonctionne par rapport à vous. Tout le grand débat, c'est par rapport aux Gilets jaunes. Donc ils ne disent pas que vous ne représentez rien, parce que ça veut dire sinon qu'ils se calent par rapport à ce que... Vous représentez la France profonde, vous représentez la révolution disons, de la science politique, mais je vous dis, j'invite quand même ceux qui veulent à lire ce livre. Bon. Parce que c'est sur la question de la magie. Comment voir? Bon, après, par rapport à ce que vous dites. Bon. Donc, actuellement, c'est l'acte 2. L'acte 2, c'est la désoccultation du plafond de verre. Des vrais problèmes. De la mystification politique. Donc ça, c'est en cours. Et ça, c'est en cours, c'est l'acte 2. L'acte 3, c'est la prise du pouvoir. Alors, bon, il y a quand même un certain chemin. Bon, moi, si vous me le demandez, moi, je n'ai jamais refusé un service. Mais, et je vous dis, c'est pas si difficile. Moi, je vois dans les états-majors comment les choses se passent. Le plus important, c'est quand vous prenez un conseil, le roi fonctionnait à partir du conseil. Je vous rappelle qu'avant De Gaulle, il y avait, si vous voulez, il y avait un président du conseil. Le président du Conseil, c'était pas le président de la République. Là, vous fonctionnez en mode monarchique, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a le président avec son conseil. L'intérêt du conseil, par rapport aux sages, c'est que quand vous avez plusieurs personnes, mais que il y en a un qui a raison, et vous le savez, parce qu'il y a la conviction, et que tous sont contre, vous allez lui donner raison. C'est pas le nombre qui décide, c'est la qualité. Mais pour ça, il faut quand même un souverain, quelqu'un, un chef, un prince, tout ce qu'on veut, qui soit capable de le voir. Il y a des Anglais qui sont très forts. Dans les règles d'or de M. Parkinson, ils donnent l'exemple, parce que les Anglais sont mes meilleurs ennemis. Attention, il y a beaucoup de choses à apprendre chez eux, hein, sauf l'anglais. Mais ils donnent l'exemple suivant. Ils sont très amusants. Il dit qu'effectivement, l'amirauté britannique n'a jamais eu autant de personnes que quand il y a eu moins de bateaux. Il y a tous ces genres de choses. Mais il y a un conseil de sages, ou je ne sais pas quoi, qui doit prendre des décisions. Alors, premier sujet, budget d'une centrale nucléaire. Il n'y en a qu'un qui est compétent. C'est décidé en 5 minutes. De toute façon, il est en minorité, donc c'est pas lui qui décide. Puis après, il y a le salaire d'une femme de ménage. Ça dure 2 heures. Donc tout est dit, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut s'adresser aux compétents, aux sachants, mais pas au nombre. Et c'est pour ça que la véritable démocratie, c'est quand chacun peut décider de ce qui le concerne. Là, on vous demande de décider de ce qui ne vous concerne pas, et vous ne pouvez jamais agir sur ce qui vous concerne. Parler du genre, par exemple, c'est pas possible. Donc c'est ça le système de mystification, c'est qu'il faut rétablir le pouvoir, que chacun puisse décider et parler de ce qui le concerne. Et c'est pour ça que la mairie, c'est important, parce que là, on est concerné. C'est le modèle démocratique de base. Bon, alors, vous me dites une chose. Supposons que Macron démissionne. Je ne crois pas trop, mais bon. Le problème, alors l'archer, etc. Bon, vous parlez d'imposer, j'ai entendu le mot imposer. Bon, imposer, c'est un rapport de force. Ce que sont les Gilets jaunes depuis 5 mois. Oui, mais... On n'a rien imposé, mais on est dans le rapport de force. Il vous achète pas, enfin, je ne vais pas trop parler de certaines choses. Mais, excusez-moi de vous le dire, dans l'état actuel des choses, où j'ai quelque chose que je n'ai pas bien compris, vous ne pouvez pas imposer ça, Macron. Je sais pas, bon. Mais, pour prendre le pouvoir, il faut être prêt. C'est-à-dire que vous, actuellement, l'image des Gilets jaunes, j'aime pas trop parler d'image, mais l'image des Gilets jaunes n'est pas l'image. Alors l'image, vous avez un grand soutien, vous soulevez un vrai problème, tout le monde comprend, vous soulevez le problème de la démocratie, c'est-à-dire de gouvernance, vous montrez que ça ne marche pas. Donc vous avez une très très grande sympathie, mais vous n'avez pas l'image, je veux dire, vous n'êtes pas assez, je veux dire, crédible pour la prise du pouvoir. Bon. Parce que on veut que vous ayez satisfaction, on se plaint. Donc, pour devenir une alternative au système, pour le terme, pour que le système anti-Machiavel puisse prendre la place du système Machiavel, il y a quand même des étapes. Bon. Et pour ça, il faut se mettre au travail.
Moi, donc il faut être crédible. Pour être crédible, il faut marquer des points. Et il faut, sur les dossiers, et c'est là que vous allez rassembler des élites, vous pouvez, parce que vous avez un moyen extraordinaire, vous pouvez donner la visibilité à certaines personnes. Alors pour ça, je n'ai pas dit que c'est facile, mais je vous dis ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que dans le domaine il faut repérer, et vous avez un réseau, quels sont les meilleurs pour parler de l'économie, etc. Vous m'avez parlé de choix, je vous en dirai 2 minutes, quand même, j'allais oublier. Bon. Mais il faut, si vous voulez, je vais prendre l'histoire de l'alambic. C'est-à-dire qu'il faut que ça se fasse. Bon. Mais ce qui est extraordinaire chez vous, si vous ne perdez pas la main, c'est que vous êtes un filtre d'honnêteté. Il faut le garder. Il faut le garder. C'est-à-dire que vous parlez des sages. C'est vous les sages. Bon, mais les sages mènent à tout à condition d'en sortir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que des sages sortent des personnes qui s'engagent et qui risquent leur peau, si je peux dire. Bon. Moi, je mesure les gens au niveau de risque qu'ils prennent. Je vois les intellectuels actuellement sont des lopettes. Vous savez que les gens qui résistent le moins aux tortures, c'est les intellectuels. Tout est dit. Bon. Donc vous pouvez faire un test de résistance à la torture. Il y a le test de vérité à torture. Bon, celui-là, numéro 4, numéro 5. Bon, voilà. D'ailleurs, vous pourriez choisir le président comme ça. Celui qui résiste le mieux à la torture. Ça serait amusant. Ça, bon. Ça serait une nouveauté. La France aurait encore montré son... Bon. Donc, vous êtes honnêtement, j'aime pas le mot, c'est bon. Réellement, vous n'avez pas, vous pouvez pas imposer quoi que ce soit parce que, non pas parce que vous n'avez pas le pouvoir de blocage, ça vous l'avez. C'est extraordinaire. C'est très important. Mais vous n'avez pas de proposition. Les propositions, c'est quoi? C'est ou un nouveau système politique, c'est compliqué, ou bien c'est une équipe. C'est-à-dire que vous êtes, si on veut ne pas croire au Père Noël, la seule possibilité, c'est les élections. Il ne s'agit pas de... Et vous savez qu'à Versailles, les forces de gendarmerie ont voté au maximum, ont voté à 6 ou 7% pour Macron. Et les autres ont voté pour quelqu'un d'autre qui n'était pas de son parti. Donc, si vous voulez, la gendarmerie, elle est gilet jaune dans sa meilleure part, par définition. Mais ils sont là pour faire respecter l'ordre. Donc il faut que vous soyez l'ordre. Et à ce moment-là, il vous faut respecter l'ordre contre les ordres qui seront ceux qui s'opposent à vous. Enfin, c'est ça la réalité. Bon. Mais il faut que ça bascule. Mais pour que ça bascule, il faut que vous ayez une proposition crédible. Je dis d'évidence. C'est-à-dire que les Français ne vont pas vous suivre suffisamment nombreux s'ils ne voient pas où on va. Où vous allez. Bon. Donc à ce moment-là, il faut effectivement travailler. Alors, il y a un travail d'affinage, comme pour le fromage, etc., pour rassembler un certain nombre de personnes. Alors c'est là que le constituant, mais vous connaissez, ce qui est terrible, et c'est là que vous avez raison, tous les gens ne pensent qu'à eux. Donc si vous regroupez des gens, ils pensent à eux, ils veulent une place. Donc il faut quand même des gens désintéressés. Je ne dis pas inintéressés. Bon. Et donc il faut que vous trouviez, là il faut les trouver, il faut les rassembler. Mais en tout cas, tout ça, ne peut déboucher dans l'horizon visible que sur une présidentielle avec un président et une équipe. Mais ça, je le rappelle, c'est la conclusion de mon livre. Macron est à la fois le problème et la solution. Il faut faire comme lui en vrai. Mais lui, évidemment, il avait la finance derrière, il avait les réseaux. Mais c'est possible parce que les meilleurs, si vous arrivez à les convaincre, donc il faut donner quand même aux Gilets jaunes une image de respectabilité, excusez-moi du mot, mais de présenter. Il faut donner un costume, ça n'empêche pas de rester en gilet jaune. Vous pourriez faire un uniforme, vous pouvez demander à un grand couturier de vous faire, etc. Je dis ça. Hugo Boss, c'est ça. Excusez-moi de plaisanter, mais il faut que vous ayez cette crédibilité du pouvoir. Et là, ça va se voir à partir, je suis désolé, dans le cas d'une présidentielle, un candidat qui est un mouvement, c'est pas un parti au sens vulgaire du terme, c'est ce qu'avait proposé Macron. Macron, il faut faire en vrai ce que Macron a promis en faux, c'est-à-dire relier avec le passé, c'est ce qu'il avait dit, rassembler les Français, les réconcilier et ne pas les diviser comme il fait en permanence. Il a lui-même admis qu'il avait échoué, puisqu'il a dit « mon but c'était de rassembler ce qu'il appelle les élites avec le pays » et il a fait l'inverse. Donc c'est un chantier, et en tout cas, la première chose c'est de se dire « but, prendre le pouvoir ». Une fois que vous avez ça, vous dites comment ? Il n'y a qu'une voie, c'est les présidentielles, parce que c'est le RIC. Alors parlons de Chouard. Bon, Chouard, il est gentil, Chouard. Bon. Mais le problème de Chouard, il est simple, c'est qu'il est plutôt d'un versant politique que de l'ensemble de la politique. Expliquez un peu plus. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il est plus d'un côté, si on prend la main droite et la main gauche, du côté d'une main que de l'autre.
D'accord. Bon, c'est pas un reproche, mais je veux dire que le problème, c'est qu'on ne peut pas régler un problème global avec une fraction. Et il est trop fractionné. C'est-à-dire qu'il est idéologique, il a une marque idéologique que je ne lui reproche pas, mais ce qui l'empêche de voir l'autre côté. C'est ça le problème. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'a pas d'horizon historique. L'histoire, il ne connaît pas. Bon. Ensuite, les institutions de la France, il ne les connaît pas. Le modèle français, il l'ignore. Bon, c'est dommage. Bon. Donc il a trouvé il ne dit pas où d'ailleurs, mais il a eu l'idée à un moment donné de tirage au sort. Mais j'ajoute une chose, je crois qu'il n'ajoute pas, c'est que ce qui caractérise la démocratie grecque, c'est pas d'élection, pas de député, pas d'avocat. Il ne faut pas d'avocat non plus. L'avocat, c'est le tricheur. Bon. Ensuite, il avait trouvé le tirage au sort. Je vous rappelle que la Suisse faisait partie de l'Empire français. Louis XIV avait les gardes suisses et les gardes françaises. Donc il y a une grande tradition avec la Suisse. Mais il se trouve que la Suisse est un petit pays. Et que la France est un grand. Donc ce qui marche pour le petit ne marche pas forcément au grand. Bon, alors il avait d'abord l'idée du tirage au sort, ce qui est pas mal pour les Grecs. Mais il dirait, je vous rappelle qu'il y avait les esclaves quand même. Oui, oui, on n'oublie Et je vous pas, rappelle, il n'y avait pas les femmes. Mais heureusement, nous avons encore les esclaves. Les gens l'ignorent, je vous l'apprends. Tous les salariés sont des esclaves. Bien sûr. Mais il y a un système mieux que les chaînes, c'est le salaire. Donc on est quand même dans le même système. Il ne faut pas oublier. Mais les Grecs étaient plus intelligents, c'était entre hommes libres qui votaient. Tandis que là, ils ont inventé le suffrage universel avec les esclaves. Mon œil. Les esclaves n'ont pas droit à la parole. Bon, il ne faut quand même pas sourire. Bon, voilà, bon. Donc, ça c'est la deuxième chose. Maintenant, Chouard est passé du tirage au sort à la Constitution. Et il fait, paraît-il, des ateliers constituants. Bon. Excusez-moi, j'aime pas me recommander de mon titre, mais en tant qu'écrivain, c'est très difficile d'écrire quelque chose à plusieurs. Mais il manque un étage. C'est du lourd, Alors, hein.